Et bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société. C'est tous les mardis, 19h-21h sur Move. Je suis toujours So Spencer, votre gosse so sweet, so chill. Et je suis toujours avec Florence et Leïla. Salut. Ça va les belles gosses? Ça va toujours. En plus aujourd'hui il fait beau. Ouais, enfin. Très beau même. On comprend plus rien ici, on en a marre. Mais là vous voyez pas, So elle a sorti le petit short. Elle a vu qu'il faisait beau. Ça capte tout, petit ensemble très première dame. On aime beaucoup. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter mais aussi nous regarder en direct et admirer mon ensemble en direct sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui. À partir du 1er mai 2024, l'aide à l'embauche de 6 000 € sera retirée à toutes les entreprises qui recrutent des alternants en contrat pro. Alors si l'alternance assure en principe une qualification professionnelle qu'on ne peut pas négliger, vous allez voir à quel point ça peut être le parcours du combattant et qu'il arrive aussi que des étudiants soient exploités à tort. Ouais. Et d'ailleurs ça peut s'avérer dangereux. On va voir que les alternants ont plus de risques que les autres d'avoir un accident de travail. Exactement. Allez, Nouvelle École saison 3 sera bientôt de retour sur nos écrans et c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur le cas de tous les télécrochets qui ont marqué notre jeunesse. Je pense bien sûr à Star Academy, Nouvelle Star, Pop Star ou encore The Voice. Alors, est-ce que ces émissions sont gages de réussite dans l'industrie de la musique? Léla, tu vas nous parler de tous ceux qui, malgré leur élimination, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Exactement. Et Flo, toi, tu vas nous expliquer en quoi TikTok c'est devenu un sérieux concurrent à tous ces télécrochets qui dénichent des talents. Exactement. Le 11 avril dernier, les images de maltraitance animale à l'abattoir de Vénarel et Laume en Côte d'Or par l'association L214 ont ravivé toutes les questions autour de l'abattage rituel. Flo, on va voir avec toi le cas de ces abattoirs qui sont depuis toujours dans la ligne de mire des associations en faveur de la cause animale. Et Leïla, tu t'es intéressée à la maltraitance animale qui est relayée sur les réseaux sociaux. Exactement. On vient d'apprendre la sortie en 2026 d'une série dédiée à Harry Potter, vous savez, le sorcier préféré de toute une génération. Alors à Skip, la célèbre romancière J.K. Rowling occupera le rôle de productrice exécutive. Et justement, Flo, on va parler avec toi d'elle, on va parler de la polémique autour des accusations de transphobie à son égard. Et Leïla, on me dit dans l'oreillette que tu es une grande fan. Et tu vas nous dire pourquoi il faut un spin-off spécial Voldemort. Eh oui, parce que c'est le parfait psychopathe. Ouais. Et je trouve qu'on peut faire le meilleur film policier de l'année sur ce personnage. Ah là, vous allez voir tout ça dans la suite de La pluie et le beau temps, c'est parti. Jusqu'à 21h, So Spencer, Florence, Leïla, la pluie et le beau temps. Allez, on commence tout de suite avec un sujet éducation. Je l'ai dit tout à l'heure, le 16 avril, le ministère du Travail a annoncé qu'à partir du 1er mai prochain, toutes les aides à l'embauche de 6 000 € ne seront plus attribuées aux entreprises qui recrutent des alternants en contrat de professionnalisation. Attention, c'est à pas confondre avec le contrat d'apprentissage. Alors, jusqu'à aujourd'hui, tous les employeurs d'apprentis et de salariés en contrat pro du secteur privé, public industriel et commercial étaient éligibles à cette aide. Et pour pouvoir en bénéficier, il fallait à minima être une entreprise de moins de 250 salariés. Mais c'est récent en plus cette aide, non? Ouais, c'est arrivé avec le Covid. En fait, depuis la pandémie, donc c'était en juillet 2020, le gouvernement a lancé des aides pour soutenir l'emploi des jeunes jusqu'à 30 ans. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'à 30 ans, on est encore jeune. Et du coup, dans les entreprises, elles touchaient une prime pour les embauches d'apprentis ou de salariés en contrat pro. Et avec le succès de l'alternance, grâce à ces aides de 6 000 €, ça a été fixé à 6 000 € au 1er janvier 2023. Et d'ailleurs, depuis la loi Avenir professionnel qui date de 2018, on voulait rendre l'alternance vraiment plus accessible. Et justement, on a constaté que le nombre de contrats avait explosé. Mais du coup, si l'aide fonctionne aussi bien, pourquoi la supprimer du coup? Alors, plusieurs explications. La première, bien sûr, c'est pour des raisons économiques. Vous vous en doutez bien. Tout est question d'économie aujourd'hui. L'alternance, ça coûte cher à l'État. Et j'ai une petite question pour vous. À votre avis, ça coûte combien? Ça a coûté combien au moins en 2022? Oh non, l'école. Mais surtout, ça doit être un chiffre énorme. En milliards? En millions? Ouais. En millions de milliards? En milliards. En milliards. En milliards? Ouais. 4 milliards. 5 milliards. 6 milliards. 8 milliards. Qui dit bien les enchères? Non, vous êtes encore très loin. J'ai caché la 15 réponse. 15 milliards. 16 milliards. Wow. Ouais, j'étais proche quand même. 16 milliards l'alternance, ouais. Et dans cette somme-là, en fait, on compte justement la fameuse aide à l'embauche de 6 000 €. Et en tout, ça a coûté 475 millions d'euros. Mais après, l'autre côté, c'est que ça rapporte aux écoles privées, non? Alors oui, et justement, c'est pour ça que les écoles, elles sont pas d'accord avec ces décisions, parce que grâce à l'alternance, forcément, les frais de scolarité sont pris en charge par les entreprises. On parle quand même d'années qui coûtent en moyenne 10 000 balles.
Moi, moi, mon année, c'était 9 000 € l'année. Non, mais c'est pour un lunaire. master. Ouais, c'est ouf. Du coup, les promotions, elles se remplissent, donc c'est tout bénef pour les écoles. Mais c'est pas un argument de taille pour le ministère du Travail, parce que pour eux, ce sera juste un retour à la situation d'avant Covid, parce que cette aide à l'embauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a existé qu'à partir de 2020. Donc, et en fait, j'ai lu aussi que cette aide, elle posait problème par rapport à l'âge, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le gouvernement, il a lancé ces aides pour soutenir l'emploi des jeunes jusqu'à 30 ans. Tous les jeunes, 30 ans, vous avez capté. Et du coup, ils ont aussi justifié ça par le fait que ça pouvait entraîner des différenciations de traitement sur le seul critère de l'âge. Non, mais de toute façon, peu importe l'âge, moi j'ai envie de dire que l'alternance, ça reste un parcours du combattant, j'ai l'impression. Je te jure, croisant mon expérience, je te le dis. Et chaque année, c'est vrai que c'est une sacrée épée Damoclès. Je suis passée par là à l'époque du master, c'était un stress de fou. Parce qu'en fait, il y a une échéance et au final, c'est soit tu trouves, soit tu payes ton année. Et tout le monde n'a pas les moyens. Donc oui, Florence, t'as raison, c'est le parcours du combattant. Et ça a toujours été difficile pour certains, et surtout depuis 2020, comme je l'ai dit, depuis l'année de la pandémie de Covid-19. On va écouter le témoignage de Maëlle dans l'émission On parle de tout sur YouTube. C'est une émission qui est dédiée à l'alternance. En 2020, j'ai galéré pendant 6 mois avec le Covid à trouver une alternance en plus en première année. Forcément, les entreprises se disent qu'on n'a pas trop de choses à offrir, pas d'expérience, pas de théorie, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, au bout de 6 mois, allô maman, est-ce que t'as pas des contacts ? Donc voilà, ça s'est fini comme ça. Ok, quand tu dis que tu as galéré, tu candidatais à peu près à combien d'offres ? Pendant 3 mois et demi, j'ai candidaté à 15 offres par jour, du lundi au vendredi, principalement sur des sites d'emploi, etc., avec, je dirais, 90% de pas de réponse et quelques mauvaises réponses comme désolé, on vous prendra pas en première année. C'est une dinguerie. 15 offres par jour. C'est fou. Je suis même étonnée qu'il y avait encore des offres, tu vois, tellement... En même temps, si je devais compter tous les trucs que j'envoyais à l'époque... Non, mais c'est aberrant. Et justement, quand tu vois que tu galères à trouver, etc., des fois, t'arrives à passer par le piston. Leïla, quand on arrive à se faire pistonner, vraiment pour ceux qui ont la chance, est-ce que toi, t'arrives à comprendre qu'il y a des étudiants qui finissent par renoncer aux études ou renoncer à la recherche d'alternance? Ah mais carrément, déjà parce que pendant des années l'alternance c'était pas super hype en France, dans le sens où on considérait que c'était un truc pour les mauvais élèves, un peu comme l'enseignement pro, un peu comme l'idée qu'on a eue depuis des années par rapport à ça, sauf qu'aujourd'hui c'est très prisé, même dans des secteurs très sélectifs, parce que l'insertion des jeunes sur le marché du travail c'est un enjeu crucial, et que l'alternance c'est le meilleur moyen de former les futurs employés et de concilier théorie, pratique, tout en garantissant du coup une embauche simplifiée à la fin des études. Et selon une étude Diplôméo, qui a été menée sur les attentes des jeunes entre 15 et 26 ans sur l'alternance, et cette étude, elle révèle que pour 9 jeunes sur 10, l'alternance, c'est un signe de réussite. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas à la portée de tout le monde, parce que plus de la moitié des jeunes ont dû renoncer parce qu'ils n'ont pas trouvé d'employeur. Et est-ce que vous avez fait de l'alternance? Et c'était comment les recherches? Moi, non, du coup, donc ça, je te laisse donner ton expérience. Non, parce que t'as pas trouvé ou... Ah non, j'en ai jamais cherché. C'était pas dans le cadre de tes études. Moi, j'ai fait l'alternance Master 1, Master 2. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce qu'en plus de ça, moi à l'époque, entre ma licence et mon master, je suis allée vivre au Canada et j'ai trouvé à distance, mais parce que justement, je me suis fait cette année de césure à l'étranger. Donc en fait, ça c'était un vrai plus sur mon CV, comme je parle anglais couramment et tout. Mais franchement, je dois dire qu'il y avait peut-être une centaine de candidatures. Et il y a peut-être 3-4 entreprises qui m'ont répondu et j'ai eu la chance de trouver, tu vois. Ouais, et en plus, grâce à une année de césure que tu as pu faire. Que j'ai financé toute seule pour partir à l'étranger, pour me former. Et toi, dans ta classe, est-ce qu'il y en avait plein qui n'avaient pas justement trouvé Je me rappelle qu'en Master 1, il y a des gens qui ont dû arrêter. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé. Et comme je vous ai dit, l'année, c'était 9 000 €. Donc, tu m'étonnes. Voilà. Tu les sors pas comme ça. Tout le monde n'a pas envie de contracter un prêt ou un truc comme ça. Ouais, c'est mais vrai. pour plein d'étudiants, c'est un enchaînement de refus. J'imagine même pas à quel point c'est compliqué de postuler une trentaine, voire une centaine d'offres. Monte 30. Grave. Des 15 offres par jour pour avoir que des refus ou carrément être ignoré. Moi, pareil, j'ai jamais eu à chercher d'alternance, mais rien que la recherche de stage, je trouve que c'est un parcours du combattant en soi, quoi. Tellement. Et c'est fou parce que tu vois, de base, en fait, l'État a encouragé aussi les étudiants à se diriger vers l'alternance il y a au moins il y a 4 ans. Oui, surtout que c'est le gouvernement qui encourageait les entreprises à engager des alternants. Parce qu'en juin 2020, on parlait tout à l'heure, la ministre du Travail, donc Muriel Pénicaud, elle a annoncé une aide à l'embauche
de 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les majeurs à toutes les entreprises qui recrutent des apprentis. Ouais. Donc, vouloir faire des économies sur les alternants aujourd'hui en supprimant les aides, je trouve que c'est assez contradictoire. Quoi. Ouais. Tellement. Et peut-être aussi que c'est parce que maintenant, il y a trop de demandes d'alternance, justement. Ouais, en 2019, par exemple, on était à un peu moins de 500 000 apprentis en France. Et c'était déjà une augmentation de 16% comparé à l'année d'avant. Et dans la logique des choses, en 2020, ça aurait dû continuer dans cette lancée. Mais non, parce que y a le Covid qui est passé par là. Ouais. Et il a eu des conséquences sur l'économie des entreprises, qui ont dû licencier du personnel, réduire leurs dépenses. Et ça s'est répercuté aussi sur les alternants. Et je rappelle que les jeunes, c'est quand même des gens... Enfin, c'est une partie de la population qui a souffert aussi pendant la période de Covid, dans le sens où la pandémie, ça a augmenté leur précarité et leur isolement. Donc bien évidemment que l'alternance a été une solution pour la plupart, que ça soit juste pour que l'entreprise paye les frais de scolarité, comme on disait tout à l'heure, juste avoir un salaire et surtout éviter de cumuler un job et ses études. Parce qu'on sait, c'est pas en faveur des études souvent. Après, voilà, on le dit et on le redit, le problème, c'est que les offres, elles sont hyper dures à trouver. Toujours selon l'étude Diplôméo, du coup, 64% des étudiants utilisent des sites de recherche d'emploi pour trouver leur futur contrat. Mais le problème, c'est que ces sites-là, ils sont à l'origine que de 9% des embauches. Wow. Ah non, mais moi, j'ai toujours fait ça, même pour les moi stages. aussi. Et je me dis, c'est pour ça que j'ai jamais trouvé. J'ai toujours galéré. Donc, ça montre à quel point le nombre d'offres, il est limité. Du coup, tous les moyens sont bons pour postuler. Il y en a qui tentent sur Twitter, Facebook, LinkedIn forcément, ou même les candidatures spontanées, mais j'ai l'impression que ça marche jamais. Et sinon, il y a un autre phénomène qui, moi, perso, me dégue un peu, c'est les sites d'offres d'emploi payants. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, je connaissais pas. Ouais. Et en gros, ils réservent les meilleures offres à leurs abonnés premium, ou sinon, ils te mettent qu'une partie de l'offre et genre, t'as pas le contact. Et du coup, il faut payer pour avoir le contact. Mais jamais donc en fait, de la c'est pour vie. faciliter les riches. bourgeois. Mais c'est clairement ça en fait. Non, Sinon, franchement, mais ça c'est tellement inégal. Je déteste ce concept. Je déteste. J'ai déjà vu, mais par principe, c'est mort. Ouais. Je paye pas, par tu vois. principe, c'est mort. C'est mort. Je vais trouver moi-même l'école de la rue. En tout cas, ça fait qu'il y a beaucoup de concurrence et le niveau de stress, comme j'ai dit, il est à son max. Mais à son max. Tu l'as vécu. On laisse l'a pas tomber. vécu, on a eu de la chance entre guillemets. Mais en gros, quand la concurrence elle est aussi intense, ça crée des inégalités dans le sens où l'origine géographique et sociale, ça va peser dans l'accès à l'alternance. On privilégiera les candidats qui viennent de Paris ou de proches banlieues au détriment de ceux qui viennent de banlieues plus éloignées. Et je parle même pas de ceux qui viennent de zones rurales. Et c'est un constat qui fait assez mal, je trouve, parce qu'on s'attend à ce que l'alternance, ça soit un bon moyen d'ouvrir les études à une grande diversité de personnes. Alors qu'au final, non, c'est le contraire, un peu comme partout. J'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Et là, tu vois, là tu parles du parcours du combattant. Mais une fois que tu as eu la chance de signer un contrat et que tu as trouvé ton entreprise, encore faut-il y rester. Tu vois, déjà l'année dernière, il y a la Fondation ADECO et l'Institut BVA qui a sorti une enquête, et cette enquête, elle s'appelle le baromètre de l'alternance. Vous savez quoi, on a appris qu'en 2022, 20% des alternants ont rompu leur contrat avant la fin. Mais tous les alternants confondus. Ouais, alors il y avait 24% pour les contrats d'apprentissage et 11% pour les contrats pro. Et il y a différents motifs. Les employeurs, de leur côté, ils disent que les jeunes, ils partent pour des raisons personnelles ou familiales. Et les jeunes... à cause de vous. Mais vous êtes un peu coupable. vous allez voir, j'ai une bonne petite story time à vous raconter. C'est comme ton ex qui te trompe et qui dit on s'entendait pas. Ouais, Quand ils disent pourquoi Que vous êtes toi, séparés, on s'entendait pas. Donc toi tu que lui ça as fait la marchait plus. misère. Grave, je te jure. Ça, c'est les employeurs, genre, c'est pas nous. Et les jeunes, eux, de leur côté, forcément, ils disent la vérité. Ils disent, ils parlent des conditions de travail, du salaire et de l'entente avec les équipes. Sans blague. Ouais. On vous parle d'éducation, de formation, d'études en alternance plus précisément, puisque mardi dernier, le ministère du Travail a annoncé qu'à partir du 1er mai prochain, les aides à l'embauche de 6 000 € ne seront plus attribuées aux entreprises qui recrutent les alternants en contrat pro. Alors Leïla, t'es revenue sur ce qu'on peut appeler le parcours du combattant, c'est-à-dire le stress qui plane chaque année sur la tête des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une année, voire même plusieurs en école privée. Et je rappelle qu'une année, en moyenne, ça coûte 10 000 balles. Donc c'est un vrai stress. Et pour les plus chanceux d'entre eux, une fois que le contrat est signé, encore faut-il rester dans l'entreprise. Je vous ai donné un chiffre tout à l'heure avec le baromètre de l'alternance qui a été dévoilé par la Fondation ADECO et l'Institut BVA. En 2022, 20% des alternants ont rompu leur contrat avant la fin. Et il y a quelques années, justement, c'est arrivé à mon ami Wandé. Et voici son témoignage. Écoutez bien. Moi, c'était en 2017, justement, pour préparer un BTS assistante de gestion PME-PMI. Ça s'est très très mal passé, justement, parce que je faisais des tâches qui n'avaient rien à voir avec mon BTS. On me prenait clairement pour un CDI confirmé. Le responsable commercial, il me tombait dessus pour que je trouve des nouveaux clients, par exemple. Il m'harcelait pendant mes heures de cours.
Et quand je revenais sur site, ils me tombaient dessus parce que j'avais pas répondu. Ma tutrice qui avait fait le BTS l'année d'avant, donc qui connaissait plus ou moins le travail, le monde de l'école et l'alternance, m'aidait pas du tout. Elle me tombait dessus parce que justement je faisais pas le travail demandé qui avait rien à voir avec mon BTS. Jusqu'au jour où elle est venue en me faisant un front contre front, voulant découdre, en me criant dessus que j'étais pas sa copine, tout. Enfin bref. Et j'ai fini par craquer parce que j'étais exploitée et j'ai arrêté l'école. Et je vous jure, c'est ma pote. Front contre front. C'est ma pote. Véridique. Elle m'a appelé. Elle m'a dit. Moi, je suis désolée, je suis pas violente. Hein, mais mets ton front contre mon front. Ne me faites même pas jurer. Mais franchement. Mets ton front contre mon front, on va couper les caméras et on va trop en découdre. C'est trop drôle. Je te jure, elle a vraiment fait ça. En mode, ouais, tu te prends pour qui? Je suis pas ta petite et tout. Mais vraiment. 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 En fait, moi, je pense que je prends du recul et je pose une question à la personne. Écoute, tu veux me voir folle? Tu veux que je... Tu es sûre de ce que tu avances? T'es sûre que tu veux chauffer le crâne ce soir? Je te jure, du coup, vous savez ce qu'elle a fait? Finalement, ma pote, elle a arrêté les cours et ça l'a écœurée, hein, clairement. Elle a arrêté les cours et elle a trouvé un poste en CDI. Heureusement, elle a eu une opportunité qui s'est présentée à elle, tu vois. Mais on n'est pas tous aussi chanceux. On n'est pas tous aussi chanceux, surtout que c'était en cours d'année. Et justement, des alternants ou des stagiaires exploités, en vrai, c'est monnaie courante. Ah mais grave. Franchement, Comment tuer son boss, ça pourrait être le film préféré de plein de gens en alternance. Donc sur le papier, l'alternance c'est une chance, hein. C'est la chance de se dire qu'on va avoir des facilités pour trouver un taf et c'est un scénario qui a l'air génial puisqu'en plus il est rentable pour les employeurs. Mais en fait ça peut vite tourner au drame comme avec ton ami, tu vois. Ouais, grave. Alors déjà ce qui est relou c'est que pour certains c'est même plus un choix dans le sens où les postes pour les candidats juniors sont en train de disparaître. Maintenant on voit quasiment plus que des annonces du style 5 ans d'expérience requise minimum. Grave. En fait comme si les jeunes qualifiés ils méritaient que des contrats précaires et résultat t'as même certains jeunes qui reprennent les études pour trouver du travail en candidatant à des offres d'alternance. Ouais, et l'alternance, c'est accepter d'être sous-payé pour de l'expérience, justement. Mais carrément. En fait, c'est une forme de bizutage pour les moins de 25 ans. Et d'ailleurs, selon l'Observatoire des inégalités, 60% des moins de 25 ans occupent un poste précaire contre 10% chez les autres. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas puisque dans les années 80, c'était seulement 20%, donc vraiment beaucoup moins. Et je pense qu'on est beaucoup à être passé par là, que ce soit par le biais justement d'alternance, des stages ou que sais-je. Est-ce que vous, ça a déjà été votre cas d'un peu Déjà les stages les stages du début d'études où t'es pas rémunéré et où tu passes le balai, tu fais des photocopies, tu fais des cafés. Moi j'ai pas, on m'a déjà pris pour une livreuse. Genre vraiment, elle m'a dit demain tu travailles à 8h et tu vas donner ce papier à cette personne et j'étais t'es coursier. OK et vraiment je me suis tuée, j'ai fait d'accord. Surtout quand c'est tes premières expériences, t'es vraiment bébé et tu te dis mais c'est grave le cliché du stagiaire qui va faire les photocopies genre et c'est réel en fait. On te donne à faire le travail ingrat, tu vois. Bah grave. Moi ça m'est pas arrivé mais c'est chaud. Mais on te donne tout le taf. Enfin moi je sais que surtout dans les médias peut-être quand tu débutes et que tout le monde a un peu des médias émergents machin, tu donnes tout dedans mais quand c'est pas ton bébé et que tu bosses pour le bébé de quelqu'un d'autre et en fait tu donnes tout ce que t'as et en fait t'es pas payé, c'est chaud. Mais bon, en tout cas, pour les entreprises, c'est un moyen tristement efficace de pallier au manque d'effectifs sans élargir le budget dédié au recrutement. Sachant que parfois, l'alternant, il remplace carrément un CDI, encore comme ton ami. Et c'est une situation à laquelle j'ai pas directement été confrontée, mais moi, j'en ai déjà été témoin. Et c'était horrible parce qu'en fait, j'étais dans une boîte où une fille s'était retrouvée complètement sous l'eau et paumée parce qu'en plus du salaire qui suivait pas, elle était en charge des mêmes responsabilités que celles d'un salarié qui était en CDI avant elle. Et ce qui est lunaire, c'est que souvent, dans ce genre de cas, l'apprenti qui part, il est remplacé par un autre apprenti, etc. Mais tu sais que moi, je me demande comment ça peut arriver alors qu'il y a des contrôles. Après, en même temps, ils sont quasi inexistants et il y a une tolérance qui est folle sur les renouvellements. Et au-delà de ça, tu as aussi de plus en plus d'offres qui relèvent clairement de l'exploitation avec des amplitudes horaires énormes, par exemple. Puis, tu en as d'autres qui sont mensongères, en fait, tout simplement. Moi, je suis tombée sur le témoignage de Louise sur le site Welcome to the Jungle. Donc, elle expliquait qu'elle avait été prise pour un poste de chargée de com et elle s'était retrouvée à faire des tâches qui n'avaient rien à voir avec sa formation en marketing. Leïla, je te laisse lire son témoignage. Alors, j'étais devenue équipière polyvalente, j'ouvrais la boutique, j'épluchais les légumes, je préparais les sandwichs et je vendais les produits. Cela n'avait rien à voir avec mes études, mais tu m'étonnes, j'ai chargée de com. Et tu sais que c'est horrible parce que moi, c'est une histoire qui me choque même pas tant que ça parce que je trouve dans l'imaginaire collectif, en fait, alternance, c'est un peu larbant, tu vois. Ouais, mais même le stage, tu sais, quand tu te plains, on te dit...
on te dit oui, mais tout le monde commence quelque part. Et le pire, c'est que ceux qui t'infligent ça, ils l'ont aussi eu, donc ils pensent que c'est normal de perpétuer le cercle. Non, parce qu'ils se disent, moi j'ai level up, donc vous allez subir ce que j'ai subi. Oui, et surtout qu'il y a ce truc, les générations d'avant, et ben les études, des fois ça allait pas aussi loin, et donc ils ont appris sur le tas, et donc ils ont commencé à des postes un peu plus bas, ils ont cumulé les skills pour avoir les compétences pour avoir leur poste d'aujourd'hui, alors que nous c'est des trucs qu'on apprend à l'école, et donc ça nous fait prendre l'ascenseur un peu. Et ils sont en mode oui, mais tout le monde passe par là, c'est pas grave, on a tous pleuré parce qu'on travaillait trop. Et toi, tu te sens pas légitime justement pas pleurer. Alors qu'au final, c'est juste de la main-d'œuvre gratuite. Gratuite. Et souvent, les employeurs, ils profitent de l'apprenti, mais sans apprentissage en contrepartie. Il y a une étude qui montre que 30% des alternants déclarent ne pas avoir disposé de maître d'apprentissage. Et en fait, la plus grave des conséquences de ce manque de formation, c'est que les alternants sont les plus sujets à avoir des accidents du travail. Ils ont 3 fois plus de risques. Moi, je trouve ça juste énorme. Et en 2019, l'assurance maladie, elle recensait plus de 10 000 accidents du travail. Ça fait plus d'1 par heure. Et la même année, 15 apprentis sont morts. Quoi ? Donc c'est lunaire, c'est vraiment horrible. Non, mais on parle de décès là, sérieux là. Après, comme on dit, not all entreprise. Mais n'empêche que c'est déjà beaucoup trop. Et il n'y a rien de pire qu'en fait faire son premier pas dans le monde du travail en trébuchant finalement. En plus, quand on est aussi jeune que des alternants, on a peut-être envie de faire des petits pas de côté, c'est-à-dire de se chercher, de penser à autre chose, etc. que vraiment travail. Mais bon, ça, c'est un privilège, encore une fois, de bourgeois quand on y pense. Ouais, franchement, non, mais je suis effarée par le 15, c'est déjà trop. Déjà 1 ou 2, c'est déjà trop, tu vois. Mais déjà, c'est un truc, moi, par exemple, l'anecdote de ma petite cousine, genre stage d'observation en 3e, donc on est très loin de tout ça, tu vois, et on l'a virée parce qu'elle n'était pas assez efficace et que c'était les soldes. Mais une petite de 12 ans dans un magasin de vêtements, et en fait, 12 ans, c'est normal, c'est 13 ans. Assez efficace par rapport à qui? Sachant que c'est censé être un stage d'observation. Ça veut dire que t'es même pas censé travailler. Et du coup, ils l'ont viré de son stage genre 2 jours après le début des soldes. C'est fou. En disant que c'était trop compliqué pour eux d'avoir une personne qui était là mais qui était lente. Ouais, qui sert à rien en tout cas. Ouais. Mais tu vois, là, pour le sujet de l'alternance, il y a un truc, c'est que très souvent, les écoles n'aident pas les alternants à partir en fait, tu vois. Nécessairement, ils les laissent. Et parce qu'en fait, c'est leur argent qui part aussi, je pense. Ouais, oui, c'est ça. Parce que. Et c'est un coût pour elles, et même, en vrai, c'est qui après va payer les frais de scolarité. Ouais, donc déjà, ils demandent. Au pire, si vous voulez, vous pouvez payer les frais de scolarité ou démerdez-vous, tu vois. Et c'est encore une fois, je reviens sur l'histoire de ma petite Wandouche, ma petite Wandé qui a vécu le Merci Wandé d'avoir vécu tout ça pour nous le raconter. J'ai encore une suite à cette story time. Elle a pris une décision radicale puisque son école n'a pas voulu l'aider. On l'écoute. Le plus fou dans cette histoire, c'est que l'école ne m'a pas du tout soutenue. Malgré les preuves, je leur montrais les appels manqués, les messages vocaux, même les emails, pour leur montrer que ce que je fais, ça n'a rien à voir avec mon BTS, plus le harcèlement derrière. Et ils me disaient oui, c'est pas normal, on va en parler, etc. Mais il n'y a jamais rien eu. Il faut savoir que l'école est à 6 000 € ou 7 000 € l'année, donc eux, dès qu'ils signent leur contrat, qu'ils ont leur argent, ils s'en foutent. Donc j'ai fini par me mettre en arrêt maladie de 1 mois et après je suis plus retournée. J'y arrivais pas. Donc j'ai fait abandon de poste et j'ai arrêté l'école sans rien dire et j'ai fait ma vie. Et vrai, personne ne l'a rappelé. Hein. Balance ton école là. Ouais, clair. Non mais grave. Dis-nous le nom. Je vous dirai tout ça. C'est officiel. Nouvelle école saison 3 sera de retour sur Netflix en juillet. Vous écoutez le bête derrière. C'est un bon SDM Booba. Ah ouais, c'est mon son du moment. Allez, encore un peu de patience pour Nouvelle école parce que cette année, le célèbre concours de rap est de retour avec un nouveau jury. CSCH est toujours de la partie. Oui. Oui, m'a gâté. Aïe. Niska et Shai laissent leur place à Aya Nakamura, qu'on présente plus, bien sûr, et SDM qui a tout pété cette année avec ça. Sorti trop, je suis dans le bolide allemand. Je cherche ma baby en gros bolide allemand. Aïe aïe aïe, SDM c'est mon gars. Alors comme les 2 saisons précédentes, les candidats vont s'affronter via des freestyles et des battles qui vont permettre aux grands gagnants de repartir avec la somme de 100 000 €. Alors on se souvient tout particulièrement du gagnant de la saison 1, c'est Fresh qui a tout éteint en 2022 avec son titre Chop. Faut que la chope, le plan est gâté. J'suis en foot que ça, la même en perte. Y'a plus de chop, mais allez, j'en va pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe. Faut que la chope. Depuis 2 ans, Fresh, le rappeur de Liège qui poursuit sa carrière. Et perso, je trouve qu'il a même fait partie des révélations de la scène rap ces dernières années. En tout cas, Nouvelle École, ça a été un vrai tremplin pour lui, que ce soit artistique ou même financier. Et justement, il en parlait dans la matinale le mois dernier avec nos collègues qu'on salue.
Dans la musique, j'ai pas dû réinvestir les 100 000 € dans la musique réellement parce que directement après cette émission, j'ai eu énormément de propositions, j'ai eu des avances, j'ai eu des sponsors, j'ai eu... En fait, il y a... Les 100K sont transformés en 500K. Ouais, c'est vrai. Non, on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. Ouais, il y a eu tout ça, tu vois. À côté de ça, tu ajoutes les concerts, les showcases, les trucs. Ça veut dire il y a eu tellement de trucs à faire que les 100K n'ont pas spécialement servi pour la musique, mais ils m'ont permis en tout cas de sécuriser, tu vois. Moi, j'ai entendu ça. Là, prochain casting. Go, postuler. Attendez-moi, Netflix. Pour voir. Faut que je la chope. Aïe. Le plan est gâté. Aïe. Du coup, c'est vrai que les filles, quand on réfléchit bien, qui sont vraiment les gagnants des télécrochets français qui ont perduré? Là, je vous demande juste un nom, Leïla. Camilla Jordana. J'ai dit gagnant. Kenji. Kenji. Oula, mais Jennifer en fait. Merci. Wow. Donne-moi. Je t'aime, ok ça. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais pas le droit de regarder. Non, mais Jennifer, tu la connais aujourd'hui là. Oui, mais j'avais pas le droit de regarder la Star Academy, donc ça veut dire. C'est une belle donc ça veut dire que j'ai jamais été trop ça, tu vois. Non, mais je suis choquée, mais personne m'a cité M. Pokora. Ou Nolwenn, genre. Ben ouais, c'est la base en fait, tu vois. Alors c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup, mais il y en a qui sont encore là. Du coup, il y a M. Pokora avec Popstar, Julien Doré, Christophe Willem avec La Nouvelle Star, Tago, Jennifer ou encore Nolwenn Leroy avec la Star Academy. Je connaissais. Voilà. Et encore plus récemment, il y a Slimane et Kenji, avec The Voice. Et tous ces gagnants, aujourd'hui. Ouais, il va mieux. Il n'est plus entre la vie et la mort. Oui, parce qu'on suit l'actualité. Il s'est fait tirer dessus dans la nuit d'avant-hier. Mais aujourd'hui, il est sorti. Voilà, je donne l'actu, parce que voilà, t'as dit force, écoute, on parle de l'actu, c'est tout, ici, la pluie et le beau temps. Alors en tout cas, on revient au télécrochet, per favore, please, ragazza. C'est vrai que ces gagnants-là, ils sont devenus les rois et les reines de la variété française. Clairement, ça fait au moins 20 piges qu'ils sont là, donc clairement on connaît au moins un classique de ces artistes-là. Et ça, ils le doivent à ces télécrochets, genre qui est né dans les années 60, dans les années 60 quand la télé elle est apparue. Donc c'est des programmes que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas non plus, que nos parents connaissent très sûrement. Il y avait le jeu de la chance, Rideau, je pense que ma mère va réagir là, ou encore l'Eurovision qu'on connaît encore aujourd'hui. Ça on connaît. Voilà, ça on connaît encore aujourd'hui. J'adore toujours moi. Moi j'ai jamais regardé l'Eurovision. Ah ouais, sympa je trouve. Moi ça me botte pas trop. Moi ça me botte pas trop, mais ça reste un télécrochet. Elle a dit sympa. Ça reste une forme de télécrochet. Ouais. Ça reste une forme de c'est un concours musical. Alors Leïla, je sais que toi t'es une grande passionnée de musique. Est-ce que tu confirmes que ces télécrochets sont un véritable tremplin pour les artistes? Alors, il y a oui et non. On commence par le oui, parce qu'en gros, gagner un télécrochet, ça marche, oui, mais à certaines conditions. Donc, il faut être dans la pop ou dans la variété française et être beau. Ouais. C'est le point commun entre un M. Pokora, une Louane ou encore un Julien Doré qui remplissent de grandes salles, gagnent des victoires de la musique, sont en tête des classements à chaque fois qu'ils sortent un projet. Et tout ça en français, avec des textes simples et efficaces, et des mélodies qui rentrent facilement dans la tête. Et ces 10 dernières années, en gros, les artistes ayant participé à des télécrochets, ils représentent environ 20% des meilleures ventes d'albums. Mais tu vois, il y a un truc que je trouve ouf, c'est qu'ils ont autant de crédibilité, alors qu'en général, tout ce qui sort de la télé-réalité, c'est mal vu, tu vois. Du moins, c'est compliqué de se défaire de l'image de la télé-réalité. Ah mais oui, mais avant d'être nommés aux victoires, ils ont dû se débarrasser de leur image télé, entre guillemets, et se trouver une légitimité d'artiste. N'oubliez pas qu'on est en France, et que dans nos cérémonies, on est très élitiste. Il y a juste à voir comme c'est compliqué de récompenser une Aya Nakamura ou un Gazo seul. Mais bref, pour se crédibiliser, les artistes se sont entourés de compositeurs incontournables en France. On a Olivia Ruiz, par exemple, qui s'est entourée de Mathias Malzieu, donc, qui est le chanteur du groupe français Dionysos, Élodie Frégé, de la Star Academy saison 3 de Benjamin Biolay, et Nolwenn Leroy, qui s'est entourée de Laurent Voulzy avant de se tourner vers la musique bretonne. Qui a cartonné d'ailleurs son album. En plus. Et pour pas avoir cette étiquette de télé-réalité, les émissions comme The Voice ou Nouvelle Star, elles ont cherché à mettre la musique au centre du programme et à ne pas filmer ce qui se passe en dehors des primes ou des répétitions pour éviter que les clashs, les histoires d'amour ou d'amitié, elles soient au centre de l'attention et qu'on se focus vraiment que sur la musique. Ouais, après, tu vois, moi, je pense que, faut se le dire, même si c'est moins caricatural que dans la télé-réalité, les candidats, ils ont quand même un rôle, en vrai. Tu vois. En gros, ou sinon, on a certains candidats qui sont là pour leur perso, comme Jean-Pascal pour la première saison de la Star Academy. Alors qu'il savait clairement pas chanter, mais qui était quand même là pour la belle histoire. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est pas tout pour rouler des galoches. C'est n'importe quoi. Je mets la canne dans la croche.
Genre ça passe en prime. Non mais c'est une dinguerie, non? Ou encore Mira, plus récemment dans Nouvelle École. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un rappeur belge rongé par le stress et qui bafouillait tout le temps, le pauvre. Ah, je me souviens. Mais qu'on a gardé juste parce qu'il avait l'air gentil et qu'il était trop mignon. Attends, c'est pas celui qui, quand il s'est fait éliminer, il a grave ragé? Non, ça c'était dans une autre saison. Non, il est parti, il voulait insulter des mamans, t'es là, mais oh. Mais je trouve que tu sais, même dans concours. The Voice et des trucs comme ça, quand ils font leur portrait, ils sont grave en mode ouais, cette chanson, c'est parce que ça va pas. Ouais, c'est très. voilà. Ouais, et Ça à joue, partir de là, hein, on te ouais. donne une Deux petite mots, là, étiquette. ça joue, Ouais, dès là, t'as ton profil, tu vois. Après, je trouve aussi que l'idée du concours, c'est quand même jeter les candidats dans la fosse au lion, et c'est aussi les obliger à correspondre à un critère, alors qu'en vrai, il y a plein de talents différents. Bah ouais, et on peut rapprocher ces concours musicaux au concours Miss France. Bah ouais. On fait défiler des chanteurs dans des épreuves de battle, de cypher, de scène, et on les soumet au vote du public. Alors oui, c'est le jeu, mais je trouve qu'on les envoie un peu à l'abattoir devant des millions de personnes, tout ça en début de carrière. Donc entre les candidats qu'on voit 3 secondes à l'écran parce qu'ils sont jugés pas intéressants, ceux qui entrent pas dans les cases et ceux qui sont tout simplement pas prêts, je trouve que c'est un peu dur et que des fois ça frôle l'humiliation. Et j'ai l'impression que l'important c'est vraiment de faire de la bonne télé et pas vraiment de la bonne musique. Non mais c'est clair, et je trouve il y a même des candidats qui font des prestations originales et ils les montrent que pour ça, un peu pour rire d'eux. Mais c'était grave le cas de Julien Doré à l'époque de la Nouvelle Star. Je sais pas si il avait une barrette ou un délire comme ça et du coup c'était devenu le truc. Après lui c'est cool parce qu'il joue lui-même de lui, tu vois. Mais moi je pense à des gens qui sont genre en cornemuse, hyper prundeck. Et t'es là, et ils sont là en mode ta cornemuse. Et tu vois que tout le monde se fout de leur gueule et eux ils sont là, ils sont trop mignons, ils expliquent leur passion. Par contre, moi j'en peux plus des gens qui viennent faire tout acoustique. J'en peux plus. Le gars il a fait une note, Zazie elle se tourne, je te veux dans mon équipe. Elle a entendu, elle a des larmes. Non par contre, il y a un truc de fou, c'est que j'ai l'impression que Mika, il a une oreille que j'ai rarement vue. Ce mec là déniche que des gagnants. C'est une dinguerie quand même. C'est le. Attends, c'est qui a fait gagner Fresh la première année? C'est Shai. Ouais. C'est le Shai de The Voice. Ouais, enfin, c'est plutôt Shai qui est la Mika de. Ah ouais. Non, je rigole. Quand tu l'as dit avant, Leïla, comme tu l'as dit, ces chanteurs, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils passent tous bien à l'écran, bizarrement. Bah oui, parce que l'objectif, en gros, de ces émissions, c'est pas vraiment de trouver la pépite artistiquement parlant, mais trouver la pépite qui saura faire des disques d'or et qui saura rassembler un maximum de personnes. Parce qu'il faut se faire de la thune. Ouais. Les productions et le jury ont déjà des standards commerciaux en tête avant de faire leur choix. D'où le fait qu'on remarque que les gagnants sont souvent universellement beaux et qui font de la musique que le plus grand nombre écoute et qu'ils chantent en français. Ouais, surtout que dans les contrats des candidats, on leur offre souvent un contrat dans des très grandes maisons de disques s'ils gagnent. Ouais, en gros, ce qui séduit les candidats, c'est la visibilité et la possibilité de travailler avec des grandes maisons de disques comme Warner, Sony ou Universal, qui vont chercher à capitaliser un max sur le candidat et utiliser sa notoriété tant qu'elle est poussée par la hype de l'émission. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils s'en tapent un peu de ce que pense l'artiste. Ils ont un plan bien rodé. Et c'est ce qu'expliquait Tigan, donc un finaliste de la Nouvelle Star de la dernière saison, dans un article du Bondi Blog. En gros, il disait qu'après l'émission, il a rencontré des dirigeants de chez Sony qui voulaient qu'ils sortent un album de reprise, alors que lui, il voulait pas, il voulait exprimer, faire ses chansons à lui, surtout qu'il sort d'une émission dans laquelle il a fait qu'enchaîner des reprises, quoi. Ouais, et c'est vrai que lui, il a refusé, et je pense que ça a eu un effet sur sa notoriété, parce que aujourd'hui, il est toujours dans la musique, mais à une échelle beaucoup plus petite, de ce qu'il aurait pu faire en acceptant ce que Sony lui proposait, justement. Ouais, et c'est sûr, et à l'opposé, il y en a qui choisissent de faire des compromis, comme Julien Doré, dont on parlait tout à l'heure, qui a accepté de chanter des titres imposés par la maison de disques pour son premier album. C'est vrai. Et tu sais que dans ces télécrochets, il y a d'autres gagnants aussi. Et ouais. Et les grands gagnants, souvent, c'est les perdants. C'est vrai. C'est vrai. En gros, je peux vous citer Amel Bent, Iseul, Camélia Jordana, ou encore plus récemment Ben PLG, Bébé Jacques, ou encore Ouzbad de Nouvelle École. Et en gros, c'est des artistes qui sont pour certains devenus des références en termes de musique française. Ouais. Et les émissions, ça a été un vrai tremplin pour eux. Rien que le fait d'apparaître quelques minutes à l'écran, ça leur a permis de démarcher eux-mêmes des maisons de disques ou encore de prendre de la visibilité pour se lancer en indé. Mais c'est une visibilité qui peut être atteinte aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'en gros c'est là-bas que maintenant les maisons de disques elles vont voir. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Charlotte Cardin. Ouais. Mais elle c'est pareil, elle a même dit dans un podcast qu'elle était contente de pas avoir gagné. Oui. Et je trouvais la phrase trop drôle de dire qu'en fait j'ai participé, mais heureusement que j'ai pas gagné. Mais tu vois justement en parlant de ces perdants qui finalement ont été les grands gagnants, j'ai une histoire à vous raconter. On va s'envoler aux États-Unis, on va repartir en 2004. Je sais sa date. Vous voyez à l'époque l'émission La Nouvelle Star aux États-Unis c'était American Idol. Ouais, vous en souvenez ou pas? Alors en 2004, il y a la candidate Jennifer Hudson, elle est là au
au calme, elle est parmi les favoris de la saison 3 et elle se fait éliminer. Donc cette élimination, ça a créé mais grave de la controverse à l'époque parce qu'on a dit ouais, c'est le racisme, on a crié au racisme, etc. Donc il y a eu de l'incompréhension parce qu'en vrai, elle pliait le game. Vraiment, elle est très très forte, tu vois. La puissance vocale de cette femme. La puissance vocale, elle est super forte. Mais tranquille, le karma, parce que quelques années, justice a été faite. En 2005, c'est la révélation du film Dreamgirls aux côtés de Beyoncé. Ouais, mais tellement une révélation qu'elle gagne 30 récompenses pour son rôle. Vous imaginez 30, dont l'Oscar du coup de la meilleure actrice dans un second rôle. Quand je vous dis ça a été une sacrée vengeance. Avec le retour de Nouvelle École saison 3 en juillet prochain, on a voulu s'intéresser au télécrochet. Alors si je vous dis la nouvelle star, la Star Academy, encore The Voice, vous êtes obligés de me citer au moins un artiste gagnant ou pas qui a lancé sa carrière après cette exposition médiatique. Alors actuellement on a The Voice 2024 avec dans le jury Zazie, Mika, Vianney et aussi Big Flo et Oli. Il y a aussi la tournée de la Star Academy qui a débuté le 9 mars à Amiens et les académiciens sont actuellement en train de se produire sur scène. Il y a 68 dates en France et en Belgique et justement il y a le gagnant Pierre Garnier qui est en ce moment même un gros phénomène avec son titre Ce qu'on était. Ça vous parle ou pas? Pierre Garnier. Moi j'ai pas suivi du tout. Sérieux? Alors ça donne ça. Non mais je sais qui est le mec. Le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. Pierre Garnier, c'est un phénomène, c'est et incroyable. Encore une fois, oui, c'est un beau gosse, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, il est un peu jeune pour toi. Quoi? Il a quel âge? Attends. Mais moi, j'ai quel âge aussi? Je suis hyper jeune. Hein. Il a 21 ans. Bah, pourquoi pas? Là, on n'a pas d'âge. Alors, je vous le disais, Pierre Garnier, c'est un phénomène incroyable. En février dernier, il a fait en seulement 24 heures après sa victoire 2 millions d'écoutes en streaming sur Spotify. Et justement, Spotify, il a dit, c'est le meilleur démarrage en variété française depuis la création de la plateforme. S'il vous plaît, c'est incroyable. Alors, si Leïla, elle nous a montré que tous les gagnants ne perdurent pas forcément dans le temps, on va voir avec la suite. On verra avec la suite de sa carrière à lui, s'il rejoindra le club, soit de Jennifer et de M. Pokora, ou des oubliés. On n'a même pas les noms parce qu'ils sont oubliés. Mais en tout cas, on n'a pas vos noms, vous êtes nuls. Vous n'avez pas vendu. En plus, j'ai la sœur d'une copine qui fait partie de ce club. Elle s'appelle Solia. Elle est très forte. Bah, t'es très forte, Solia. Elle a fait quelle émission? La Nouvelle Star. D'accord. Bah écoute, on ira voir. En tout cas, la force que lui, il a, Pierre Garnier, du haut de ses 21 ans, Florence, c'est de faire partie de la génération Z qui est ultra connectée sur les réseaux sociaux. Par exemple, le soir de sa victoire, il est passé de 489 000 followers sur Insta à 1,2 million. Et déjà 489 000 followers. Ouais, mais ça c'est parce qu'en fait, mais il les a acquis pendant l'émission, mais 1,2 million s'il vous plaît, le soir même. Et sur TikTok, il est passé de 200 000 à aujourd'hui 533K. Donc mais ça doit c'est un faire phénomène. Tout bizarre de sortir et d'être là, genre waouh. En fait, d'un coup, il y a tous ces gens qui me suivent. Ouais, de fou malade. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clair que les audiences de télécrochet elles diminuent. Et d'ailleurs, en 10 ans, ils ont perdu la moitié des téléspectateurs. Et aujourd'hui, il y a quelque chose sur lequel les artistes ils doivent miser. Ils misent aussi pour ceux qui ont compris, ceux qui font partie de cette génération. C'est justement les réseaux sociaux, Florence. Mais je te jure. Mais bientôt, on va se demander, il y a quoi sur TikTok ce soir? Parce que oui, en fait, ça fait un moment que les gens ils préfèrent regarder des vidéos en boucle, des reprises acoustiques de Pierre Garnier justement, que de voir le fauteuil de Zazie se retourner. Et en même temps, si TikTok s'impose comme un genre de nouveau télécrochet, c'est parce qu'en fait, la plateforme, elle a beau avoir tous les défauts du monde, elle reste très axée sur la découverte. Et ça en fait un atout pour dénicher des talents. Après, on l'a vu avec la story time de Jack. Je sais pas si ça vous parle, Jack. Non, ça me parle pas. Ok, bah vous n'êtes pas des TikTok girls parce que du coup, lui, il est rentré chez lui, la guitare entre les jambes après son flop dans The Voice et aucun coach s'était retourné après sa prestation. Mais il s'est pas laissé abattre et il a eu la bonne idée de sortir un single qu'il a ironiquement appelé Défaite juste après. Oh. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête si je fais pas semblant et je passerai tout mon temps devant la télévision. Mais il chante bien lui. Ouais, sympa. Ils se sont pas retournés sur lui. Non, malheureusement. Mais du coup, lui, il a tout compris parce qu'il a fait sa promo en faisant des vidéos donc avec une chorale dans des lieux un peu random sur TikTok. Et ça a tout déchiré à tel point que son ex, du coup TF1, est revenu pour lui faire signer au sein d'un label qui s'appelle Play2. Gros label en plus parce qu'il gère des stars comme Julien Clerc. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit. Excusez-moi. Pour que tu m'oublies. Lui, il avait pas besoin de TikTok, lui. Après.
Mais j'aime trop, je vais remettre dans ma playlist. Mais très bonne. Variété française, la vie. La vie, Julien vraiment. Clerc, la vie. Vraiment. En tout cas, après, on parle de TF1, mais je suis désolée, faut pas être naïf. Hein. Il savait déjà qu'à la base, Jack, il avait une très très grosse communauté sur TikTok à la base. En fait, c'est pour cette raison qu'il l'avait casté. Et en fait, la chaîne, elle veut se rajeunir son audience. Alors, quoi de mieux que d'aller chercher des promos sur Pats, donc les gens qui en ont déjà une. Et puis surtout, ils ont bien compris à quel point TikTok était important dans l'industrie musicale. Il faut savoir que c'est la première source de découverte musicale chez les moins de 25 ans et que dessus, en fait, tu as 75% des utilisateurs qui y dénichent de nouveaux artistes. Est-ce que ça vous arrive d'être là sur TikTok et de dire tiens... Moi, je suis des meufs, c'est généralement aux États-Unis qui sont des voix incroyables, mais je sais pas si elles sont connues de base, mais en tout cas, c'est des filles qui font des musiques sur TikTok. Ouais. Moi, je sais que sur TikTok, j'ai plein de petites artistes. Souvent, c'est des meufs américaines et c'est juste... Des fois, tu regardes dans TikTok, t'aimes bien le son, t'essaies de le trouver sur Spotify, tu le trouves pas, tu te rends compte que c'est un tout petit truc d'une petite meuf sur SoundCloud. Et ça, je kiffe et c'est souvent. Mais après, toi, ça te fait écouter. Trop moi, après, ça me les fait écouter elles, tu vois. Ouais, les découvrir, quoi. Ouais. Justement, les jeunes artistes, ils ont bien compris que ça ramenait des petites personnes. Du coup, pour avoir autant de visibilité, c'est même plus nécessaire de s'époumoner dans un programme type La Nouvelle Star, quand aujourd'hui, il suffit de créer un compte et de poster. En tout cas, les labels, ils scrollent de plus en plus et c'est vraiment en train de devenir le médium sur lesquels les artistes ont le plus de chances de signer avec eux, étant donné que c'est une bonne manière de minimiser les risques en fait. Ouais, et on a l'exemple de Pierre Demers. Ouais, totalement. Donc avec Un jour je marierai un ange. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. J'aime trop. Ah, moi aussi j'adore, magnifique. Donc en fait cette chanson elle s'est fait connaître grâce à TikTok avant de passer en radio et lui permettre d'accéder au statut de révélation de l'année aux victoires de la musique 2023. C'est ouf. Et c'est trop marrant parce qu'à la base c'est devenu une tendance parce que en fait quelqu'un a fait une reprise de lui et il avait le seum qu'on puisse penser que c'était sa chanson. Donc en fait c'est vraiment grâce à quelqu'un d'autre comme quoi. Et pour le coup le entre guillemets succès TikTok ça arrivait à plein d'autres artistes comme Opinard par exemple. Elle me rend fou avec son parfum Dior. Elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. Mais lui c'est un peu rigolo parce qu'il avait la crainte d'être catégorisé comme un entre guillemets artiste TikTok. Est-ce que vous comprenez le délire? Je peux comprendre, mais en vrai tant que c'est un tremplin et que t'arrives à gérer ce buzz-là, pourquoi pas. Et surtout je trouve tant que ton public suit aussi. Oui, je trouve aussi. Et même c'est pas une honte, on commence tous quelque part. Il y a des gens qui ont commencé à la télé dans La Nouvelle Star, il y a des gens qui ont commencé sur TikTok et quand ça t'ouvre des portes, autant en profiter. Après faut pas aussi, je trouve, oublier que c'est un moyen quand même dangereux de lancer des carrières dans le sens où on va se fier à des statistiques plutôt qu'à de l'art. Et en fait poster une fois par jour dans l'espoir de devenir une nouvelle tendance, ça garantit pas des écoutes sur les plateformes ni que que les gens se déplacent en concert. Et surtout aussi c'est dommage parce qu'en fait avec toute cette pression des labels, t'as certains artistes qui se façonnent de plus en plus en tant qu'influenceurs et résultat la charge de travail des publications TikTok elle prend plus de temps que le processus créatif. Mais bon, apparemment tous les métiers évoluent et ça s'appelle juste vivre avec son temps. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faille s'adapter dans son métier et tout, de devenir influenceur, peu importe son métier? Je trouve ça trop dommage que au final ça soit un critère pour s'intéresser à une personne en se disant ok, ces deux-là ont le même talent ou celle-là a un peu moins de talent mais a un peu plus, une plus grande empreinte sur Internet. Donc ok, on va pas prendre de risque, on va aller faire ça vers la personne qui a une grande empreinte. Moi je comprends le principe de vivre avec son temps, ok, mais je suis désolée, c'est relou. Relou. On est très loin du truc du mérite en fait. Il y a pas de mérite et tu sais, il y a des artistes, ça les gonfle. Clairement, parce qu'aujourd'hui, il suffit plus d'exceller dans la musique, il faut juste être un maître des réseaux sociaux et c'est à partir de ça qu'on va te calculer. Je suis désolée, moi je suis pas d'accord. Et il y a d'autres artistes, et il y a des artistes justement qui ont dénoncé la pression que les labels ils mettent sur eux pour créer le buzz sur TikTok. Doja Cat aussi. Ouais, Doja Cat, entre autres. Et il y a une autre artiste, je sais pas si tout le monde la connaît, mais elle s'appelle Florence Welch et c'est du groupe Florence and the Machine. J'adore. Et en 2022, elle avait sorti une vidéo dans laquelle elle disait, allez Flo, vas-y. Allez, alors, elle dit, j'ai une chanson que j'adore, que j'aimerais release au plus vite, mais mon
label s'y oppose. Malgré le fait que je sois dans le milieu depuis plus de 8 ans et que j'ai vendu 165 millions de disques, tant que la chanson ne fait pas le buzz sur TikTok, elle sera pas diffusée. Tout est une question de marketing et ils font ça à plein d'autres artistes. Je veux juste faire de la musique, ça me fatigue, je mérite mieux. Ben moi je la comprends, mais clairement. Period. Clairement. Non mais period. En Non, fait, mais tu veux juste vraiment. faire ton art. Si t'en as rien à foutre des réseaux sociaux, bah en fait, à la base t'es pas influenceuse, t'es là pour Grave. faire ta musique en et fait. Tu surtout, vois. ça doit être tellement dégradant quand de base on a mis ta musique au centre de tout et que maintenant, bah non, tu sors plus de musique, faut que tu fasses des challenges TikTok Ouais, pour non, que après, ça moi je devienne trouve que viral c'est et qu'on aussi un peu t'autorise. tu sais, le tant mieux tant pis, genre s'il y a des gens à qui ça plaît pas, bah tant pis, mais après ça plaît aussi à d'autres personnes Oui. et tant mieux pour eux, mais il faut dealer avec les deux en fait, faut Ouais. pas imposer à tout le monde ce modèle. Oui, et on n'est pas obligé de faire des chiffres énormes sur chaque truc qu'on sort. On Après, peut aussi tu sais, les sortir des labels, trucs parce qu'on fait du. Les labels, ils pensent thune, hein. Tu vois. Donc en vrai, eux, ils sont en mode, allez faites. Ouais. Mais bon, c'est. Mais je me dis, c'est dans aussi quel toute monde de l'hypocrisie requins sociale. on vit si tout doit être. Ma belle, 2024. c'est- Ouais, mais là, on parle quand même d'art, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Alors pour cette deuxième heure avec Florence et Leïla, on voudrait aborder un sujet qui nous touche, hein, celui de la maltraitance animale. Le 11 avril dernier, l'association L214 a rendu publique une enquête menée à l'abattoir Bigard de Vénarel-et-Laume, c'est en Côte d'Or. Et dans les vidéos dévoilées, on voit très clairement l'abattage de vaches, de veaux et des actes de violence qui sont juste horribles, hein. Honnêtement, les filles, moi, j'ai pas eu la force de tout regarder. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, on voit les animaux qui sont poussés dans un box qui tourne pour les mettre sur le dos. Ensuite, ils sont saignés à vif, sauf qu'en fait, ils sont conscients jusqu'au moment où ils sont suspendus, tu vois. Ah, mais du coup, on les voit se débattre et tout. Ah ouais, on les voit. En fait, ils essayent de se mettre debout, ils clignent des yeux, ils font des crises de panique. Et c'est insoutenable. Vraiment, c'est insoutenable. Et du coup, la veille, le 10 avril dernier, l'association L214 a porté plainte contre l'abattoir pour cruauté et aussi pour sévices graves auprès du procureur de tribunal judiciaire de Dijon. Non, mais moi j'ai vu aussi, et c'est vrai que ces vidéos c'est le choc. Ouais. Choc Ah ouais, ultime. non, mais clairement, à tel point qu'il y a certaines personnes qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande. En 2022, le régime végétarien, c'est le plus populaire auprès des jeunes de moins de 30 ans. Une personne d'ailleurs sur 20 déclare être végétarienne. Vous en connaissez ou pas? Un gars de l'émission, Valentin, Qui est nous un fait végétarien. culpabiliser à chaque fois qu'on mange de la viande à la cantine. Bon, alors moi, perso dans mon entourage, j'ai mon ami Axel qui a décidé de devenir végétarien après avoir vu un reportage sur Netflix et justement on l'écoute. Alors moi je suis devenu végétarien à la suite d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Notre Planète et franchement de toutes les vidéos qu'on peut voir sur internet sur les abattoirs où d'ailleurs il s'y passe des choses ignobles. Et en vrai, au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on est dans une génération où on mange beaucoup fast-food et tout est à base quasiment de viande ou de poisson. Mais c'est vrai qu'il existe beaucoup de substituts à base de soja, donc on peut trouver des faux nuggets, des faux poissons pindés. Et c'est vrai que c'est pas très compliqué de devenir végétarien, il suffit juste d'enclencher le pas et si tout le monde le ferait, franchement, tout le monde se porterait beaucoup mieux. Moi, je suis en meilleure santé depuis et au moins les animaux ne souffrent pas. Mais du coup, c'est quoi la différence entre végétarien et vegan? Alors, je vais te donner les grandes catégories parce que c'est vrai que c'est propre à chacun. Il y en a qui adaptent un petit peu le régime alimentaire. Mais en gros, les végétariens, eux, ils consomment pas de chair animale. Okay. Les végétaliens, ils consomment ni chair animale ni sous-produits animaux. Donc les œufs, le lait, etc. Voilà. Et être vegan, c'est encore autre chose. C'est une façon de vivre. Hein. Donc ça comprend une alimentation sans chair animale et surtout sans aucun produit issu des animaux. Même les vêtements, etc. Okay. Tu vois. Donc quoi qu'il en soit, là, pour revenir aux abattoirs, ils ont tous un point commun, c'est la souffrance des animaux. Attendez, mais pause, les végans, du coup, ils mangent du miel? Bah non. Ok. Du coup, ça vient des abeilles. Du coup, logiquement, à vérifier, mais normalement, non. Enfin, tu vois. Non. Alors, pour en revenir aux abattoirs, parce que c'est aussi le sujet, là, aujourd'hui, ils ont tous un point commun, c'est la souffrance des animaux. Et d'ailleurs, selon l'association L214, il y a environ 3,2 millions d'animaux issus de l'élevage qui sont abattus chaque jour en France pour l'alimentation humaine. Énorme. Ouais, c'est énorme. Flo, toi, t'en penses quoi de l'action de l'association L214 parce qu'ils sont assez connus et eux, ils secouent vraiment l'opinion publique. Ah mais je l'adore. En fait, leur credo, c'est vraiment choquer pour faire évoluer les mentalités. Du coup, c'est la stratégie de l'asso L214 dont tout le monde a déjà sûrement entendu parler. C'est une actrice majeure dans la lutte contre la maltraitance animale et d'ailleurs, elle se fait connaître depuis 2008 en publiant des vidéos horribles en caméra cachée pour dénoncer en fait les conditions d'abattage des animaux. Et franchement, même si c'est très dur, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et oui, même si les images sont vraiment extrêmement difficiles parce que c'est des choses en fait auxquelles on pense pas quand on est en train de dîner quoi ou que sais-je. Ça c'est clair. Et l'enquête qui leur a permis d'être légitime, c'est celle de l'affaire Alès. Ouais, en 2018.
2015. Donc pareil, des images juste hallucinantes, encore une fois. Dedans, on y voit des chevaux, des porcs, des veaux, des moutons mal étourdis qui reprennent conscience sur la chaîne d'abattage. À l'époque, cette affaire, elle avait connu un retentissement mais national et ça avait même donné lieu à une vague de dénonciation. Ouais, et ça fonctionne puisque L214 accumule des victoires. Bah ouais, et depuis, on recense des dizaines de fermetures d'élevage ou d'abattoirs. Au-delà de ça, ce qu'ils mettent en lumière, ça permet de créer des déclics aussi, surtout. Par exemple, en 2016, ils avaient épinglé l'abattoir de Vigan dans le Gard et 2 ans après, c'est devenu un, entre guillemets, abattoir modèle parce qu'en fait, les éleveurs ont décidé de reprendre les choses en main pour plus de considération envers les animaux et plus de transparence envers le public. Et après, il y a eu des transformations profondes sur des géants comme le groupe de pâté ENAF. Eux, ils ont pris des engagements concernant l'élevage des porcs qui sont leur matière première. Non mais c'est trop cool. Après, malheureusement, il y a quand même de nouvelles affaires, un peu tout le temps, vraiment souvent même. Et en même temps, la surveillance des abattoirs, elle n'est pas du tout satisfaisante. Et c'est fou, mais il n'y a aucun rapport qui permet d'avoir une vision précise sur ce qui s'y passe. Et quand il y a des contrôles, on se concentre vachement sur l'aspect sanitaire. En tout cas, au sein de ces lieux, le traitement des animaux reste hyper opaque, sauf quand les lanceurs d'alerte s'en mêlent justement. Pourtant, tu vois, il y a une loi, c'est la loi alimentation de 2018. Elle est centrée sur l'amélioration du bien-être animal et à la base, elle était aussi censée permettre la mise en place de caméras de surveillance. Non mais c'est des promesses en l'air tout ça. Hein. Vraiment, sur environ 900 abattoirs, c'est seulement une 60aine qui en bénéficie. En plus, pour la plupart, c'est simplement pour assurer la sécurité du site. Donc en fait, finalement, des caméras qui sont dans les parkings et pas du tout pour filmer l'abattage. Après, la mise en place de caméras, c'est un vieux débat qui divise pas mal et même au sein des militants. Par exemple, l'asso L214, on pourrait penser qu'elle est pour, mais elle n'est pas forcément pour, justement. Pour eux, ça pourrait servir à des fins commerciales, dans le sens où, en fait, ça coûte pas cher des caméras. Et ce serait con que ça achète la bonne conscience des consommateurs. Et pour eux, il y a aussi surtout d'autres urgences, comme celle en ce moment d'interdire l'abattage sans étourdissement. Donc c'est particulièrement douloureux pour les animaux, mais c'est légal en France de manière dérogatoire pour des motifs religieux. Je vous balance un extrait de Duo Clément qui en parle chez nos confrères de France Inter. Et d'ailleurs, il parle de l'abattoir Bigard dont tu nous parlais tout à l'heure, So. Okay. Oui, il y a des jours comme ça où on est soulagé d'être à la radio et pas à la télévision, car ce sont des images qu'on préfère raconter que montrer, tant elles sont insupportables. Ces images, elles ont été dévoilées par l'association L214 et filmées dans un abattoir appartenant au groupe Bigard, situé en Côte d'Or. On y voit des vaches se faire frapper dans la zone d'attente avant d'être mises à mort de manière rituelle, c'est-à-dire pour produire de la viande halal ou cachère. Après, l'abattage rituel est déjà interdit au Danemark, en Norvège, en Suisse, en Suède et aussi au Luxembourg. Ouais, et il vient d'être interdit dans certaines régions de la Belgique. Là-bas, le débat il est vraiment brûlant en ce moment. Depuis qu'ils ont jugé qu'il ne s'agissait pas d'une violation des libertés religieuses, en fait, ça interroge certains religieux, comme le rabbin de Strasbourg qui s'appelle Mendel Samama. Donc lui, en fait, il estime que c'est très grave qu'en fait, les droits des animaux ils fassent balance un peu sur le même poids que le droit des hommes. Vous en pensez quoi, les filles? Je trouve que c'est hyper compliqué, mais... C'est pareil, moi je trouve que c'est super complexe. D'un autre côté, t'as des gens qui pratiquent leur religion et qui ont besoin d'avoir un rite, une viande qui a été tuée dans un certain rituel. Traditionnel, ouais. Et d'un autre côté, t'as ce truc de cruauté dont tu parlais et... En fait, là, en l'occurrence, c'est l'abattage sans étourdissement. Ça veut dire qu'ils sont hyper conscients. Ouais. Non, mais franchement, pour avoir vu les vidéos, honnêtement, c'est horrible. Mais est-ce que c'est possible l'abattage rituel avec étourdissement? Non. Parce qu'en gros, c'est ça qui fonctionne pas. Donc on fait quoi? Il y a plein de gens qui vont plus pouvoir manger de viande, donc ils vont se mettre à acheter des moutons et les tuer chez eux. C'est quoi le mieux? Après, ce que j'ai vu, c'est qu'aussi, je pense qu'ils en font plus que de raison parce que la plupart de l'abattage rituel, en fait, ça va aussi dans des circuits normaux. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus que ce qui est vraiment consommé par... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une urgence pour eux. Mais en fait, l'urgence qui est ultime pour L214, c'est que les gens arrêtent la viande, comme on le disait tout à l'heure. Leur ambition, en fait, c'est que d'ici 2030, la production est diminuée de moitié. Mais ça paraît compliqué quand on voit que la consommation de viande, elle continue d'augmenter en France. Et d'ailleurs, moi, ça m'a étonnée de voir ce chiffre-là, étant donné que j'ai l'impression du contraire. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que tout le monde devient végétarien ou vegan. Bah ouais. Vous pourriez l'envisager ou pas d'arrêter ou au mieux de diminuer? Moi, je vous le dis, je suis une très grande consommatrice de viande, mais ces derniers temps, enfin cette dernière année, j'essaie de consommer de la meilleure viande. Alors écoute, donc moins mais mieux. Alors pour le coup, par rapport à ça, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, un de mes meilleurs amis, Axel, il est végétarien, et chez lui j'ai mangé de la viande végétale.
Et franchement, j'ai goûté et j'étais étonnée du goût parce qu'en vrai, ça ressemble au poulet. Mais oui, non, mais vraiment, vous avez c'est comme chez Burger King, il y a des. Voilà. C'était au Burger King ou au KFC, je sais plus, il y avait un sandwich. King, c'est horrible de parler d'eux, mais. Ouais, non, mais vraiment, pour le coup, moi aussi, j'avais goûté ça dans un fast-food. Ouais. Et j'étais là, genre, mais où est la différence? Après, je trouve aussi la que même du coup, c'est plus simple de diminuer quand t'as des gens de ton entourage qui sont dans ce régime-là. Ouais. Parce que du coup, tu t'adaptes malgré toi. Il y a un peu un truc d'habitude, un truc. Si tu vas au resto avec eux, tu vas dans un resto qui propose aussi une carte où ils peuvent manger. Donc du coup, ça te donne aussi envie de goûter. Moi, en tout cas, autre ça chose. me dérange pas de manger autre chose tant que ça. Un substitut, toi. Un substitut. Et tu vois, pour le coup, la viande végétale, c'est en plein essor en ce moment. Après, moi, j'ai trouvé ça bon, mais ça me frustre. Genre tous les jours, ça me frustrerait. Ouais, je peux comprendre. Après, moi, je trouve que ma seule réticence, c'est de pas savoir super bien faire à manger. Et j'ai l'impression que du coup, faut un peu plus user de sa créativité pour faire des recettes un peu cool et tout. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez l'aimi? Non, dis-moi. Alors en fait, c'est un substitut de thon qui est fait de tomates et d'autres ingrédients. Et en gros, c'est pour faire des sushis sans poisson. Ouais, j'aimerais bien goûter, tu vois. Moi, je suis curieuse, donc oui, je veux goûter aussi. Moi aussi. On en tout cas, il y a après. Grave chaude. Et il y a un engouement pour ce type de produit et aussi de substituts de viande, de poisson. Et si jamais vous êtes dans l'hésitation pour arrêter d'en manger, j'ai quelques arguments. Docteur Flo, on t'écoute. Alors, premièrement, ça pourra permettre de réduire votre consommation de graisses saturées et d'augmenter la teneur en fibres et en vitamines de vos repas. Merci beaucoup. Docteur Leïla. Alors, selon des études, manger de la viande végétale permet de réduire le risque de diabète, de cancer et de maladies du cœur. Ça, c'est pas un argument de ouf, ça? Attends, c'est vrai. Et en plus de ça, niveau écologique, faut savoir que la culture des végétaux, ça demande moins de ressources, comme juste de l'eau et de la terre. Donc en favorisant la viande végétale, vous contribuez aussi à la lutte contre les changements climatiques. Pas folle la guêpe. On a des bons arguments ou pas? Comment on a pu se transformer en émission qui Commence à y réfléchir, la famille. Qui veut convertir le monde. On vous parle de maltraitance animale et à ce propos, en septembre dernier, il y a une vidéo horrible qui a tourné sur les réseaux. Alors c'est un étudiant de 20 ans qui a été filmé par des camarades en train de mâcher une souris vivante jusqu'à sa mort. Je vous jure, j'ai pas pu non plus regarder la vidéo, c'est atroce. Vous vous doutez bien qu'elle a choqué, surtout les défenseurs animaux. D'ailleurs, la fondation 30 millions d'amis a déposé plainte. Alors du coup, Lucas, c'est le jeune homme qui a mâché la souris. Donc Lucas et les deux camarades qui ont filmé et aussi relayé sur les réseaux, ils devaient être jugés en audience correctionnelle à partir du 12 avril dernier. Mais comme il y a beaucoup d'associations de défense des animaux qui sont portées partie civile, la présidente du tribunal correctionnel, elle a estimé qu'il faudrait plutôt une après-midi entière pour étudier l'affaire. Du coup, le procès, il a été renvoyé au 13 décembre. Et d'ailleurs, le jeune qui a mangé la souris risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ouais, et parmi toutes les associations qui sont indignées, il y a la SPAM qui a porté plainte contre l'étudiant en question, mais aussi contre les participants qui ont laissé faire. On écoute Véronica Scarica, donc elle est présidente de la SPAM, la Société protectrice des animaux maltraités et errants. C'est de la violence aveugle, c'est de la violence archaïque même. Il faut absolument arrêter ce genre de comportement. Vous vous rendez compte que personne n'a réagi et que d'autres l'aient mis en ligne. C'est un ensemble qui fait que c'est extrêmement grave. Aucun animal ne mérite un traitement pareil. Cette pauvre petite souris, elle a vécu un enfer pendant que tout le monde se gossait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'accepter ça. À faire souffrir à mort un être vivant en le broyant dans sa bouche. Enfin, c'est affreux. Et de voir tout ce petit monde rigoler, j'espère que le parquet va prendre la mesure de la gravité. Et j'espère que tous y vont comparaître. Pour la petite histoire, en fait, dans la vidéo, il est fortement alcoolisé. C'est une soirée d'intégration. Vous voyez les soirées de début d'année, bisutage, machin. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, alors des vidéos comme ça, il y en a plein. En vrai, peut-être pas croquer des souris, mais c'est vrai que des vidéos sur les animaux, sur les réseaux sociaux, il y en a des millions. Il y a même des comptes qui sont dédiés à ça, pour les gens qui sont fous de leurs chiens, fous de leurs chats, ou même des animaux exotiques. Enfin, il y a toutes sortes de vidéos sur les animaux, et tout le monde trouve ça chou. Alors, je parle pas de ce cas de maltraitance-là, mais je parle des comptes pour les chiens, pour les chats, etc. Moi, tout le monde trouve ça super chou. Ouais, mais la vérité, Flo, c'est que derrière ces vidéos mignonnes, souvent, il y a de la maltraitance animale ou du trafic qui est caché. Leïla, tu me confirmes ça? Exactement. Mais du coup, pour commencer, on va parler des vidéos de violence flagrante. Ouais. Et donc, je voulais vous parler de quelques affaires dont j'ai entendu parler, comme celle du mec qui filmait son chien en train de dévorer des chatons, d'un autre qui s'est filmé en train de ligoter 5 chiens à des parpaings pour ensuite les noyer dans une rivière, un autre qui a enfermé son chien dans une machine à laver, et un autre qui se filmait en train de jeter des chatons contre un mur.
Donc je rappelle que c'est des faits, c'est atroce. Je m'en souviens de ça. Que c'est des faits qui sont punis par la loi. Ils encourent de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende pour acte de cruauté envers les animaux domestiques. Et le point commun du coup de toute cette barbarie, c'est que toutes ces vidéos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des vidéos aussi violentes sur Internet ? Ouais, et la vidéo du chat. Le mec qui jetait le chat contre le. Ça m'avait mis des hauts le cœur. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais vu de mes propres yeux. Généralement, ça tourne sur TikTok. Moi, c'était sur Twitter. C'est horrible. Non, mais Flo, c'est horrible. Et il n'y a même pas le petit truc où il faut appuyer sur le petit œil parce qu'elle est pas visible. Non, pas du tout. Okay, Bah non. Et surtout pas sur Twitter. En plus. Ouais, je te jure. Et du coup, selon le président de la SPA, donc Jacques-Charles Fonbonne, les réseaux sociaux, ça facilite les actes de cruauté envers les animaux, et c'est ce qu'il disait au micro d'RMC. On est dans une société qui apparaît quand même extrêmement violente et n'importe qui peut poster n'importe quoi avec un simple téléphone portable. Donc ça favorise aussi bien la violence que l'anonymat, que ce genre de choses. Alors il y a une augmentation de la maltraitance visible, mais on en a déjà suffisamment pour être occupé. L'an dernier, la SPA a eu 10 000 signalements de maltraitance. On a saisi 2300 animaux. On a 360 procès dans lesquels on est partie civile, donc on a largement de quoi occuper nos services juridiques. Mais tu vois, je trouve ça aberrant que des vidéos aussi violentes puissent être publiées sur les réseaux comme ça, tu vois. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai problème de modération des contenus sur les réseaux. Il y a quelques mois, Facebook a refusé de retirer la vidéo d'un chat brûlé vif. Donc ils ont fini par le faire, mais en fait, ils l'ont pas fait d'eux-mêmes, c'est juste que la vidéo, elle a été tellement signalée qu'ils ont pas eu le choix, quoi. Mais en gros, il a fallu attendre le mécontentement des utilisateurs pour faire retirer le truc. Et le problème, c'est que c'est dû au contenu viral, qui est reposté par d'autres comptes et du coup qui finit par jamais être supprimé. Après, c'est fou parce que, tu vois, les réseaux, ils sont sur plein de contenus. Il y a même des fois où c'est pas justifié. Par exemple, je pense aux œuvres d'art où on voit des bouts de seins ou même des photos de femmes qui allaitent. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont stricts que quand ça concerne des tétons. Et des tétons de meufs. Mais par exemple, Facebook n'a jamais censuré de lui-même des contenus mettant en scène des actes de maltraitance commis sur des animaux, alors que dans l'article 7 de la Déclaration des droits et des responsabilités de Facebook, il y a écrit que les contenus incitant à la haine ou à la violence, menaçant, à caractère pornographique ou contenant de la nudité sont interdits. Donc pour moi, ça comprend même les violences envers les animaux, ça paraît logique, mais c'est pas aussi logique pour Facebook qui, malgré ces règles-là, a toujours attendu que les internautes se mobilisent pour supprimer un post contenant de la violence, de la maltraitance animale. Après, tu vois, même si ces vidéos et ces photos, elles sont horribles, généralement, on voit la tête des auteurs de ça et que ça permet d'arrêter les coupables. C'est fou, et ça permet de les retrouver et de les identifier parce que les internautes, ils se mobilisent en masse pour supprimer le contenu, mais aussi pour qu'on retrouve la personne. Et c'est des contenus qui sont aussi souvent utilisés comme preuve dans les tribunaux. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu par contre que Instagram se mobilise contre la maltraitance animale. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, mais en fait, j'ai cherché et c'est partiel. En gros, la plateforme, elle se mobilise uniquement contre les comportements qui mettent en danger les animaux sauvages. D'accord. Donc, elle prévient contre le trafic d'animaux en voie de disparition ou le fait de maltraiter des animaux dans leur habitat naturel, mais encore rien sur les animaux domestiques. Wow. Et du coup, comment ils font cette prévention ? En gros, quand on cherche quelques hashtags qui s'apparentent au braconnage ou au safari, donc que ça soit en anglais ou dans des langues locales des pays comme la Thaïlande ou l'Indonésie, parce que c'est des pratiques courantes, en gros, quand on clique sur ces hashtags-là, on a un message qui s'affiche et dans lequel on peut lire « Vous recherchez un hashtag qui pourrait être associé à des publications encourageant des comportements nuisibles pour les animaux et l'environnement ». Et en fait, ça fait suite à l'enquête du National Geographic sur le braconnage d'animaux ou la capture d'animaux destinés au commerce de selfies, donc près du fleuve Amazon en Amérique du Sud. Okay. Parce qu'en fait, les selfies avec les animaux, c'est un contenu vachement publié par les touristes quand ils vont visiter des zones où il y a des animaux sauvages et qui a bondi de 292% depuis 2014, selon la Société nationale de protection des animaux. Et en fait, à première vue, il n'y a rien de mal à prendre une photo avec un singe, un koala ou un paresseux tant qu'on ne le dérange pas et que c'est dans la nature, alors que si en fait, selon les experts, c'est des interactions que les animaux ils subissent et qui vivent mal, et surtout le fait d'être manipulés par des gens qui savent pas les toucher. Quoi. Et justement, à propos de ça, tu sais que sur les réseaux, il y a plein d'images ou des vidéos d'animaux qui, d'un premier abord, on peut qualifier de mignonnes, c'est chou et tout. Par exemple, je pense à des vidéos où il y a des manicures qui sont faites sur des chats, par exemple. On rigole, mais c'est sérieux. Ouais, c'est des images qui font beaucoup rire et qui sont vachement relayées par les utilisateurs. Mais pour les animaux, c'est pas aussi amusant, ça les embête plus qu'autre chose. Et je me dis, qu'est-ce qu'un chat en a à foutre que d'avoir du vernis sur ses griffes, qu'on lui foute un peignoir ou un casque, ou encore pire, je sais pas si vous vous souvenez du challenge où on jetait du cheddar
Genre des tranches de cheddar sur la tête des chats. Ah non, j'ai pas vu ça. Bah moi j'ai vu plein de fois. Bah, ça t'a fait rire. Non. Mais pourquoi? Enfin, en plus, toi, t'as un chat, toi. Ton chat, c'est ton bébé. Oui, il adore le cheddar. Mais en gros, même si c'est sous couvert de blague, ça peut être considéré comme de la maltraitance, même si c'est pas intentionnel. Donc, je le rappelle, au cas où, tu vois, les animaux, on va dire que c'est pas des jouets. Non, je sais que t'aimes ton chat et que c'est ton fils. C'est vrai, c'est son fils. Ouais, on a droit à ces petites photos sur Insta. Mais je rappelle que c'est pas des jouets, on en prend soin et on fait pas passer du coup les likes avant leur bien-être, s'il vous plaît. Non, mais c'est clair. Mais tu sais, en vrai, quand tu parles de ces images qui sont soi-disant mignonnes, en fait, le problème, c'est que nous, dans notre cerveau, on est en mode ah, c'est trop cute parce qu'à nous, ça nous apporte du bien-être et une émotion positive en tant qu'être humain. On se dit ah, trop cool et tout. Moi aussi, j'aimerais bien me faire une manicure. Mais c'est vrai, comme t'as dit, qu'est-ce qu'il en a à foutre en fait, le chat, de se mettre du vernis après, je sur les pense griffes. aussi que la plupart, en tout cas, des gens qui font ça, ont pas, mauvaise volonté de le faire. Ouais, l'intention, elle est vraiment pas mauvaise de base. C'est comme moi, ça me rappelle trop un compte. Je sais pas si vous connaissez un gars sur Insta qui va dans voir des animaux sauvages, mais type serpents, etc. Et qui les prend avec ses mains. Et en fait, c'est pour nous les faire découvrir. Mais il y a plein de gens qui disent c'est pas comme ça qu'on manipule tu les sors de leur machin. Et il y a un truc où, en fait, lui, je suis persuadée qu'il pense que c'est un mec qui dead ça, tu vois. Et même lui, il se dit punaise, je suis passionné par ça, je vais les voir, j'ai de la chance, je les touche, machin. C'est ça. Alors qu'en fait, on t'a rien demandé. Et généralement, tu rien demandé. Après, je trouve qu'adopter un animal, dans tous les cas, et j'en ai un, c'est égoïste parce que dans tous les cas, il l'a rien demandé. Il n'est pas dans son milieu naturel. Évidemment. Et surtout pour les animaux exotiques, etc. Ouais, moi je trouve qu'il y a une différence entre adopter un chat en France et même un anaconda, tu le mets dans une cage, il a rien à foutre dans une cage en fait. Non mais déjà moi j'ai jamais compris les gens qui ont des scorpions, des trucs comme ça. Vous voulez avoir des souris dans votre frigo? Et sur TikTok j'ai vu une meuf qui élève des escargots géants. Sur ma vie, je vous montre le TikTok juste après. Moi j'adorais les escargots. Mais ils sont énormes. Mais en plus, il y a l'histoire de la meuf avec son anaconda. Vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux? Non. En gros, c'est une meuf. Non, en gros, elle explique qu'elle a un anaconda et tout, qu'elle l'aime trop, que la nuit il vient s'envelopper autour d'elle. Super. Genre parce qu'il l'aime et qu'il lui fait un câlin. D'accord. Et du coup, un jour, elle voit son veto et tout. Elle lui dit bah c'est trop bien. En plus, la nuit, il sort de son, je sais pas, un aquarium. Ouais. Il me fait des câlins, machin. Il dit ah mais par contre là c'est très dangereux, il va falloir s'en débarrasser. Et elle dit mais comment ça? Il dit bah en fait il vous mesure parce qu'en fait il va bientôt vous broyer et en fait il veut mesurer votre taille pour pouvoir vous manger après. Elle croit que c'est son meilleur pote. Non mais c'est horrible parce que je pense qu'elle a eu le cœur brisé. Non mais ça va pas. Non mais bref. Elle s'est dit il est trop chou, il me fait des câlins. En tout cas si vous êtes témoin de maltraitance animale, parce que ça peut être une forme aussi, n'hésitez pas à vous tourner vers la... aussi. N'hésitez pas. Si votre anaconda se tourne autour de vous, n'hésitez pas. Appelez le veto. N'hésitez pas. Bah oui, non mais il y a une association qui s'appelle la SPA, vous pouvez les prévenir, ou vraiment si vous voyez des cas de menaces immédiates, vous pouvez appeler le 17 pour une intervention des forces de l'ordre. Si vous entendez derrière moi, on se met dans l'ambiance tout de suite, ambiance très magique, très Poudlard, très sorcière. On l'a appris la semaine dernière, Warner Bros Discovery a annoncé que pour 2026, il y aurait une nouvelle série télévisée adaptée des 7 livres de J.K. Rowling sur qui Harry Potter, bien évidemment. Alors, selon les premières infos, chaque saison pourrait se concentrer sur un livre de la saga Harry Potter. Donc, il y a 7 livres ici. Il me semble que à ma table, à notre table, à ma gauche, quelqu'un les a tous lus. C'est moi. Elle est fan. Du coup, en plus de ça, il y a Casey Bloys, donc c'est le président directeur général de HBO et Max Content, qui a dit, je le cite, cette nouvelle série plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué d'apprécier pendant toutes ces années. Mais du coup, on sait qui est-ce qui va jouer Harry ou pas? Non, par contre, alors ce qu'on est sûr, c'est que ça sera pas Daniel Radcliffe. Normal, il a 50 piges. Voilà, et d'ailleurs, il a dit qu'il était content que le flambeau soit passé, ça y est, pour lui c'est fini, il tire un trait sur la saga Harry Potter, et il a dit qu'il acceptait de rester à l'écart. En même temps, j'avoue, t'as 50 piges. Bah voilà, il a épuisé la saga, il a tout poncé, et il est là en mode je suis content, bah oui. Mais quand même, Leïla, on va garder à vie que ce soit Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint alias, ils vont rester dans nos têtes. C'est Harry, Hermione et Ron. Bah oui, il y a que dans mon cœur. Au fait, je m'appelle Ron Weasley. Et moi Harry Potter. Nom d'une chouette. Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et toi, tu es... Moi, Ron Weasley. Enchanté.
Ma vie, comme j'aimais trop Ron. Trop mignon, trop chou. Ouais, Ron, j'avoue, il était trop chou. Très maladroit, mais et en plus, dans les livres, il est trop drôle. En même temps, Harry, personne l'aimait, j'ai l'impression. Mais normal, c'est pas un bon ami. Hein. Moi, je vous le dis. Alors ça, c'était pour la partie souvenir, bien sûr. Hein, vous reconnaissez les principaux acteurs de l'épisode 1. Alors ça, c'était à l'époque, c'est très très vieux. Hein. C'était il y a au moins 15... 20 ans 20 ans. Ouais, au moins 20 ans. Hein. Alors par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que J.K. Rowling, donc la créatrice de la saga, en fait, ça fait des années qu'elle est dans la sauce, hein, notamment après plusieurs interventions sur les réseaux sociaux où elle est pointée du doigt pour des propos transphobes. Du coup, à l'annonce de la série, il y a un appel au boycott qui a été lancé sur les réseaux. Comme vous vous doutez bien, elle n'a pas que des amis. Ce à quoi elle a répondu qu'elle préparait un gros stock de champagne pour la sortie de la série. Mais elle est trop insolente, elle est folle. En gros, Florence, tu confirmes, elle s'en fout. En vrai, dans le fond, elle sait que Harry Potter, c'est une industrie tellement grosse qu'elle ne pourra jamais tomber. Mais oui, parce que chez nous, les moldus, Harry Potter, c'est vraiment une des franchises les plus rentables du monde. C'est 9 milliards au box-office avec ses 8 films, c'est 500 millions de livres vendus, c'est des déclinaisons dans tous les sens, des produits dérivés, des boutiques spécialisées, des collabs avec les marques, des jeux vidéo, bref, tout un univers à y boycotter, en plus de celui dans lequel beaucoup se sont immergés en étant enfants. Parce que oui, les appels au boycott touchent pas qu'à la série à paraître, mais en fait à tout ce qui touche de près ou de loin à celle dont on ne doit plus prononcer le nom, du coup, J.K. Rowling. Ouais, parce qu'en fait, elle touche des royalties sur tout ce qui en découle, sur tout ce que tu as cité là. C'est ça, et du coup, c'est mort de lui lâcher 1 centime pour certaines personnes qui, du coup, l'accusent de se servir de sa notoriété et sa fortune pour lutter contre les droits des personnes transgenres. Pourtant, et c'est tout le paradoxe, elle revendique un engagement féministe. Mais en gros, elle fait partie de la mouvance TERF. Du coup, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un courant de pensée radicale qui considère que les femmes trans sont des hommes qui cherchent à s'accaparer la lutte féministe et du coup s'infiltrer. C'est une idéologie qui est hyper dangereuse et à titre d'exemple, en France, c'est associé à Dora Muto et Marguerite Stern. Et du coup, pour reparler de J.K. Rowling, elle s'est fait cramer sur Twitter. Bah ouais, en fait, elle tweet de manière problématique depuis 2018 sous couvert de maladresse, mais il y a eu le tweet de trop en 2020. Donc en gros, il y a un article qui titrait « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles ». Et là, t'as J.K. Rowling qui a répondu « Les personnes qui ont leurs règles, mais je suis sûre qu'il y avait un mot pour ces gens, c'est wombud, wompud, womud ». Bref, en fait, elle cherche le mot pour woman. Mais elle est grave pas drôle. Mais c'est naze. Elle est archi. Elle a pas de buzz, hein. Je vous le dis. Mais en fait, le pire, c'est que depuis, elle est en roue libre, mais assumée. Et récemment, elle a dit qu'elle préférait faire de la prison que reconnaître l'existence des personnes trans. Et à côté de ça, elle s'est opposée à une loi du Parlement écossais qui vise à faciliter le changement de sexe à partir de l'âge de 16 ans. Et entre autres, elle fait aussi des dons vertigineux à des assos transphobes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos bons vieux Harry, Hermione et Ron, donc Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, eux, ils sont totalement désolidarisés d'elle. Tu m'étonnes. Et ça a aussi provoqué les foudres des fans qui avaient envie de se foutre sous une petite cape d'invisibilité pour regarder sans culpabiliser Harry Potter. Et pour boycotter la saga, certains ont usé de la forme la plus traditionnelle d'autodafé, donc en brûlant des livres. D'autres ont utilisé des stratagèmes plus serpentaresques, du coup comme le fait de spoiler le jeu Hogwarts Legacy sur Twitter pour du coup dégoûter les gens de l'acheter, ou bien tout simplement de le pirater. Est-ce que vous avez déjà fait des techniques du genre pour moi je le regarde qu'en streaming. Genre en streaming illégal. T'es filou toi aussi. Moi j'avais les DVD à l'époque et je regarde toujours sur TF1 parce qu'ils passent au moins une fois par an. Ah mais j'ai cru que tu regardais toujours en DVD. J'allais dire mais t'as un lecteur de DVD. Non mais aujourd'hui tu l'as encore non. En tout cas, à cause de ce boycott-là, ils essayent au maximum de se détacher du nom de J.K. Rowling. Bah ouais, par exemple, on parlait du jeu du coup Hogwarts Legacy. Dedans, il y a un personnage transgenre, Sirona Ryan. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Donc en fait, elle est tenancière d'une taverne et c'est aussi l'occasion pour le développeur de rappeler que J.K. Rowling n'a pas été contactée pour le scénario. En attendant, ce personnage, il est très critiqué du coup pour son nom, pour son rôle et tout un tas de choses qui dénoteraient d'une certaine hypocrisie. D'autant plus qu'en fait, ils n'avaient même pas besoin de se casser le cul puisque finalement, les appels au boycott du jeu, ils ont eu 0 impact, à part peut-être sur la pollution numérique, mais sinon rien. Mais tu sais que je pense qu'on peut envisager le même futur pour la série. Moi, je suis sûre que ça va cartonner. Bah ouais, je suis pas Harry Potter. Mais moi, je suis pas sorcière, mais
je peux le prédire, hein, parce que en réalité, la force de la saga Harry Potter, elle tient à sa fidélité et à l'engagement de ses fans. Bien sûr. Et on peut dire que c'est une franchise qui est impossible à cancel, et il suffit de se balader dans les parcs d'attractions ou chez les gens un soir de rediff, genre chez toi. Tu vois, je te dis sur TF1 une fois par an. Et résultat, ici, en plus, ce qui est chiant un peu dans ce débat, c'est qu'on parle pas de séparer la femme de l'artiste, mais de la déposséder de son œuvre, parce qu'en fait, on veut plus que ce soit son nom, mais on veut garder l'œuvre Harry Potter. C'est impossible. Et ça, ouais, mais pardon, en plus, les gars, mais c'est un vol de propriété intellectuelle. Ouais. Alors, que vous soyez d'accord avec elle ou pas, sa création, elle lui appartiendra pour toujours. Après, c'est quand même discutable de est-ce que c'est justifié de le boycotter ou pas, et est-ce que les artistes ils devraient mieux se censurer pour exister et en gros pas donner leurs opinions. Vous en pensez quoi? Là, pour le coup, elle savait très bien que ça allait être problématique. C'est juste qu'elle s'en fout parce que comme elle sait qu'elle est plutôt, J.K. Rowling, elle se permet, mais en vrai de vrai, que tu sois artiste ou peu importe, tu sais que ça va heurter une certaine communauté. Meuf, tais-toi. Mais toi qui es fan d'Harry Potter, est-ce que c'est un truc qui te dérange de savoir que moi, ça me fait juste chier. Enfin, genre, t'as ce truc de culpabilité où tu te dis putain, mais je soutiens. Tu soutiens son œuvre. Je soutiens une merde, tu vois, comme. Non, mais. En roue libre, JK en sri. Une morde, une myrde, une murde. Voilà. Oh, putain. Non, mais t'as ce truc de te dire, en fait, est-ce qu'en regardant, je soutiens ce qu'elle dit, alors que non. Mais c'est un truc, c'est une question que tu te poses. Mais sachant qu'en plus, cet univers, boycotter. Il est tellement genre philosophique que je pense qu'il a inspiré plein de gens dans leur marginalité ou autre, tu vois. Donc il y a un truc qui quoi qu'il en soit, moi je pense que cet appel au boycott, il sert à rien parce qu'à mon avis, ça va faire exactement comme la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Comme ça H&M, comme tout. Ouais, non mais c'est vrai comme H&M, ouais, effectivement. Non mais c'est trop gros. Ouais. C'est faux comment ça fait beaucoup de bruit et en fait derrière c'est du pipi de chat. Ouais, c'est ça. C'est pas comme la Coupe du Monde. Au final, les matchs, ils ont été suivis par des millions de personnes dans le monde et pourtant tout le monde était très bien conscient de la gravité au niveau écologique. Donc clairement, je pense que là, pour Harry Potter, commencer à implanter depuis plus de 20 ans, assez compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une série dédiée à Harry Potter qui est officiellement en développement et qui va sortir courant 2026. Alors là, on en a parlé tout à l'heure. Cette annonce a fait le bonheur de tous les fans de la saga qui ont suivi soit les livres, qui ont lu ou qui ont regardé les films. Il y en a 8. Alors je l'ai aussi dit tout à l'heure. Autour de cette table, on a une fan. C'est moi. Et c'est la seule sur cette terre qui est pas contente de cette prochaine série. Alors Leïla, dis-nous, c'est quoi le problème, s'il te plaît? Bah ouais, je suis pas contente. Voilà. Et ce soir, je vais le dire, vous en avez pas marre qu'on fasse des reboots, qu'on nous resserve la même histoire, alors que l'univers d'Harry Potter, il est super vaste. Non, mais c'est clair, mais je pense que les gens, ils ont plus de créativité là. Ils sont en mode recycler. Trop bien. Et toi, So? Bah écoute, moi je trouve ça intéressant dans le sens où on va replonger dans chacun des livres. Que nenni. Moi, vous voulez replonger dedans, vous relisez. Faut pas heurter la fanatique. Ouais. Vas-y, dis-nous. Voilà. Sauf que ce sera jamais assez bien, je suis sûre moi. Voilà. Je sais pas. Donc moi j'ai décidé, je vais regarder, en tout cas. vu que personne se bouge, je vais donner des idées aux potentiels producteurs qui nous écoutent et qui voudraient m'engager déjà. Let's go. Contre un énorme chèque. Et maintenant, voilà, contre un énorme chèque. Go to Hollywood. Voilà, donc je vais parler au nom du club des gens qui veulent en savoir plus sur celui dont on ne doit pas prononcer le mot, et qui est Voldemort. Parce que je pense qu'on tient un super bon film policier, si on se focus sur lui. Ok, donc toi en fait tu veux changer de registre et tu veux qu'on passe du film fantastique au film policier. Bah ouais, parce que Voldemort, c'est un psychopathe et un tueur en série. Donc il faut appréhender son personnage comme on appréhende le personnage d'un tueur en série dans un film. Parce qu'en gros, on veut savoir ce qui l'a amené à devenir aussi méchant et à commettre tous ces crimes. Comme dans les films policiers, le meurtrier et les victimes, ça passe au second plan parce qu'au premier plan, on cherche à reconstituer le puzzle. C'est vrai. Et ça, on commence à le reconstituer dans le 6e livre d'Harry Potter, Le Prince de Sang Mêlé. Et ouais. Et on sait jamais tout pourquoi, du comment. Bah, tu sais, le global. Maintenant, c'est au producteur de travailler, tu vois. Donc voilà, donc dans ce livre-là, Harry prend des cours particuliers avec le professeur Dumbledore, donc le directeur de Poudlard, qui est l'école des sorciers pour ceux qui savent pas. D'ailleurs, si vous savez pas, non. Mais si vous savez pas, je suis désolée, mais on peut pas être amis. Voilà, je vous le dis, parce que c'est des bases que vous n'avez pas, et je peux pas tout vous apprendre. Le train à London et ensuite on s'en va au pays de Poudlard quand même. Exactement. Quand même. Mais bref, en gros je disais, donc Harry prend des cours avec le professeur Dumbledore pendant lesquels ils examinent en gros des souvenirs de personnes qui ont connu Voldemort dans son enfance et son adolescence pour savoir comment l'arrêter et surtout savoir où sont les Horcruxes. Alors explique aux auditeurs ce que c'est les Horcruxes. Déjà, vous connaissez pas. On est ton ami si on connaît pas. Mais c'est la base, les chéris là.
Excuse-moi, mais c'était il y a 20 ans. Donc, je suis très choquée de vous, mais... Il y a d'autres actualités dans le monde. Et très déçue. Ça va. Ouais, mais il y a des bases à avoir. On connaît tous l'alphabet. Alors, dis-nous ce que c'est les Horcruxes. Mais j'en ai marre de tout vous apprendre. Dis-nous, c'est quoi les Horcruxes? Pour devenir immortel, Voldemort, il a divisé son âme en 7 et a placé chaque partie dans des objets différents. Donc, c'est les Horcruxes. Okay. Et du coup, pour pouvoir le tuer, il va falloir détruire toutes les Horcruxes. C'est bon? Ouais. Mais du coup, pour revenir à mon histoire de film policier, le principe en général, c'est de prendre le crime et de comprendre les raisons psychologiques et le passif qui ont motivé le tueur dans le but qui ont motivé le meurtrier, dans le but de l'attraper. Et dans la saga Harry Potter, on découvre la jeunesse de Voldemort, qui est un peu le stéréotype en plus classique de celle des tueurs en série. Donc il a des parents malheureux, il a été abandonné quand il était bébé, il était solitaire, il torturait les animaux, il tyrannisait les autres gosses. Mais tu sais que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'en vrai, Voldemort, c'est un serial killer. Bah ouais. Comme les autres. Bah ouais. En gros, comme certains tueurs en série, il fait une collection de trophées. Donc d'abord, quand il est petit, quand il vole les objets aux autres enfants qui tyrannisent dans son orphelinat. Puis en grandissant avec les Horcruxes qui dispersent un peu dans le monde entier. Et donc pour l'arrêter, il va falloir faire une traque. Et c'est pile ce qui excite et anime les tueurs en série dans les films. Et c'est cet orgueil, sa détermination et sa croyance en sa propre supériorité qui font que c'est un des personnages les plus intéressants de la saga pour moi et pour tout le monde ici, j'espère. Oui. Oui. Ok. Flo, tu dis oui. Regarde-moi. Oui. Et je trouve aussi que ça serait intéressant de creuser son côté raciste. Est-ce que c'est un truc que vous avez vu ou pas? Mais jamais. À quelle heure? En vrai, pas moi. Mais bien sûr que enfant et je capte rien. Moi. Mais pas du tout. Parce que pour ceux qui savent pas, l'idéologie de Voldemort, c'est centré sur la supériorité des sorciers de sang pur et sur son envie de se débarrasser des sorciers nés humains ou des sangs mêlés. Alors que lui aussi, c'est un sang mêlé et ça veut dire que son père est humain. Ça. Moi aussi. Et que sa mère est une sorcière. En gros, Voldemort est un métis. Et en gros, je trouve ça tellement dommage de pas développer tout un truc autour de lui et pas uniquement sur son côté sombre. On aimerait bien savoir, je sais pas moi, s'il a une meuf ou bien ce qu'il a fait après le meurtre des parents d'Harry. Un peu comme on peut le voir avec le film sur le Joker, le méchant dans Batman. Mais c'est vrai que le pire en vrai dans tout ce que tu dis, c'est que c'est sûr que ça pourrait fonctionner parce qu'en fait, on est naturellement attiré par les méchants. Bah oui, HBO, ils attendent quoi pour m'appeler là? J'avoue. Et du coup, c'est même l'objet de l'étude d'un chercheur danois qui s'appelle Jens Kjeldgaard Christensen et il a essayé de trouver un lien entre les histoires et les caractéristiques des méchants et la psychologie sociale et la théorie de l'évolution de l'espèce de Darwin. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'on grandit avec l'idée qu'il y a le bien et le mal et qu'on est soit l'un, soit l'autre. Et que, en fait, les personnages méchants, ils nous réconcilient avec notre part de mal et nous permettent d'assumer tout simplement qu'on en a une. Alors, bien évidemment, pas au même level que Voldemort, qui est un psychopathe, je le rappelle, et qui n'hésite pas à tuer des innocents pour atteindre son but. Mais il y a des comportements qu'on peut retrouver dans chaque être humain, comme l'envie de dominer à des degrés plus ou moins élevés, bien sûr. Et est-ce que il y a des méchants que vous aimez trop aussi dans des films, des séries ou des livres? Je sais pas pourquoi ça me vient, c'est trop nul comme exemple, mais Mandy dans Total Spice. Mais oui, genre c'est la trop bête, aimé la détester, on est tous un peu Mandy, tu vois. Elle est trop belle en plus. Alors moi, c'est ma série, c'est Power et j'aime trop Tommy Egan. Vous voyez c'est qui ou pas? Tommy Egan, c'est le meilleur pote de Ghost. Mais est-ce qu'on considère comme un méchant vrai? Ouais, parce qu'il tue. Il tue sans vergogne. Est-ce qu'il est méchant? Elle dit qu'il tue. Non mais il te regarde de sang-froid, il tabat. Oui, mais clair, il en a Ghost, rien à tue foutre. aussi. Ouais, mais moi je préfère Tommy parce que Tommy, c'est un peu ton gars sûr, tu sais qu'il a la vie à la mort, tu vois. C'est un gars, il est loyal. Donc Tommy, I love you. Tu vois, voilà, c'est un gars sûr. Ok, moi c'est même si tu tues un peu trop les gens. Moi c'est Cyrus Bean dans Scandale. Sûr. Oui, bah oui. Mais l'antagoniste par exemple, c'est un connard. Voilà, c'est ce que je dis. Ouais. Et il la rend ouf, Olivia Pope. Genre, alors lui aussi il tue des gens. Elle est folle de lui. Lui c'est la manipulation, c'est horrible. Lui c'est un pervers narcissique. Voilà. Moi, j'aime les méchants dans les films, les séries, les livres, parce que je trouve que c'est eux qui sont vraiment fascinants au fond, et même s'ils sont moralement condamnés par tout le monde, je suis sûre qu'on a tous un peu d'antagonistes au fond de nos cœurs, parce qu'au fond, c'est juste des personnages qui décident de prendre leur destin en main et de tout mettre en œuvre pour y arriver, alors que personne n'avait misé sur eux. Bon, en gros. Hein. Donc, dans tous les cas, en gros, les personnages sur lesquels on peut développer des séries, je trouve qu'il y en a plein. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous réchauffer Harry, Hermione et Ron, on n'en peut plus. Comme par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait un truc sur le professeur Rogue.
pareil, il y a plein de choses à dire, mais ça c'est une autre chronique. Mais du coup, est-ce que vous, il y a des personnages d'Harry Potter que vous aimeriez bien voir dans des films? Ouais, moi j'aurais bien aimé une série sur les parents d'Harry Potter parce que malheureusement on survole un peu trop leur histoire, tu vois, au début. Ouais, ça peut être une comédie romantique de ouf en plus. Non, mais le truc c'est qu'en fait, je suis frustrée moi jusqu'à aujourd'hui parce qu'on sait que Harry Potter il a quelque chose de spécial, etc. La cicatrice, nanana, mais on n'en sait pas trop sur ses parents. Alors qu'en vrai, ça se développe sur la fin et encore c'est. Ouais, c'est survolé. Ouais, voilà. Et j'aurais bien voulu un petit spin-off sur eux. Bah tu vois, vu que j'aime bien changer les registres, je suis sûre que ça serait une comédie romantique de ouf. Et toi, du coup, est-ce que cette proposition sur Voldemort t'a convaincu ou pas? Pourquoi pas. Mais moi j'aimerais bien un documentaire sur Hermione toute seule. Où juste elle est assise format canapé et elle commence à raconter genre toujours les meufs, tu vois, d'être toujours les meufs. Bah écoute, on les met en avant tant qu'on peut. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. En tout cas, personnellement, je vais regarder la série. Est-ce que tu vas regarder, Leïla? Bah bien évidemment, mais elle sera super aigrie. Tu vas regarder, Florence? Bah déjà, j'ai pas tout vu, donc. Bah déjà, va falloir commencer par tout voir, s'il vous plaît. Parce que là, notre amitié, elle va se terminer là, à 21h. Après, tu vois, c'est comme toutes les grosses sagas. Enfin, il y a ça, il y a Star Wars. En fait, moi, j'arrive pas quand c'est trop engageant comme ça et qu'il y a trop engageant, elle a dit, on dirait que c'est un mariage. Non, mais surtout que t'as raté la guerre, genre la hype et tout, t'arrives après et t'es un peu déboussolé. C'est encore mieux de regarder avec un œil adulte. Bah non, en plus, tu vas voir la notion de racisme. Est-ce que ce serait pas pour les enfants? Eh ben non, tu vas voir la notion de racisme dont j'ai parlé. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Genre, Voldemort, c'est un métis. Ouais. C'est un tismé. C'est un tismé soin. Allez, les 20h54 et la pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous avez kiffé l'émission, si vous avez kiffé la chronique de Leïla, sa petite... mon petit coup de gueule. Sa proposition. Annonce ma petite bouteille à la mer. Si les producteurs d'Hollywood nous entendent, vous pouvez toujours penser à la contacter pour produire un nouveau spin-off de Voldemort. Avec un gros chèque. Je ne signe pas à moins d'1 milliard. Qu'elle partagera bien évidemment avec nous. Ça, je suis pas sûre que vous avez même pas vu. T'as pas lu les livres, t'as pas vu les films. Là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est une honte. Allez, en attendant qu'on revienne la semaine prochaine, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France.